copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mois, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour décortiquer ensemble l'actu ciné. Alors l'actu ciné, pour en parler en détail, en long, en large, en travers, forcément, on va spoiler. Donc si vous n'aimez pas ça, je vous recommande de d'abord aller au cinéma et puis de revenir nous écouter ensuite. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Eric. Salut Eric. Bonsoir Clémence. Rafik. Salut Clémence. Ça fait longtemps. Long time no see. Ben oui, ravi de te retrouver. Pierrick. Bonsoir Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. De l'autre côté de la console, il est toujours là, indéboulonnable, c'est notre cher Alain. C'est moi. Salut. Salut. Et puis on dit un grand merci à Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On dit aussi merci à tous nos soutiens. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour cette saison, encore merci à Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour plus d'infos, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis, il n'y a pas que Eurochannel qui nous soutiennent, évidemment, il y a vous aussi, nos chères auditrices, chers auditeurs. Peut-être que vous l'avez déjà fait, vous avez peut-être souscrit à un don récurrent, un don ponctuel sur une de nos plateformes partenaires. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, sachez qu'on sera ravis que vous veniez vous ajouter à la liste de nos abonnés. C'est ce qui nous permettra de rester indépendants. Ça vous permettra, vous, d'accéder à notre Discord privé, également de découvrir certaines de nos émissions avant tout le monde, et puis surtout de pouvoir continuer à faire vivre votre chaîne ciné préférée. Donc n'hésitez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur une de nos plateformes partenaires, sur tipeee.com ou patreon.com, mot-clé Capture Mag. C'est la seconde fois qu'on se retrouve en ce mois de novembre, et oui, l'actu était chargée, donc on a fait 2 émissions, et au menu de celle-ci, on va vous parler de Here, de Gladiator 2, de 37, l'ombre ou la proie, et enfin de Blitz. Et on commence tout de suite avec Here, sorti le 6 novembre en salle. C'est le dernier film de Robert Zemeckis. Pour ceux qui auraient passé les dernières années dans une grotte, Robert Zemeckis, c'est à lui qu'on doit la trilogie Retour vers le futur, mais aussi Forrest Gump, Flight ou encore plus récemment Pinocchio. Alors Here, c'est d'abord une bande dessinée, un roman graphique plus précisément, dessiné par Richard McGuire, avec un concept fort, présenter des fragments temporels, des morceaux d'histoire à travers les siècles, à travers les âges, et observer d'un point de vue fixe l'angle d'un salon. C'est ce procédé que Zemeckis reproduit dans son film, avec à l'écran des femmes, des hommes, des couples, des familles qui défilent au fil des époques et des générations. Je crois aussi que c'est un petit peu le coup de cœur ce soir. En tout cas, c'est le film que vous aviez le plus envie de défendre. Oui, assez clairement, oui. Alors, Rafik, toi qui n'es pas venu depuis très longtemps... Mais moi, je suis allé voir Gladiator 2 pour pouvoir parler de Here, donc... C'est dire à quel point tu avais envie de le défendre. C'était la condition sine qua non. Donc, on t'écoute. Dis-nous tout le bien que tu penses déjà parce qu'il y a un concept fort. Moi, je connaissais pas la BD, je l'ai pas lu. Tout ce que j'ai vu, c'était Zemeckis va faire un film grand public, je précise, c'est important, basé sur un plan fixe séquence, mais qui traverse les époques. Et connaissant le personnage, on le ramène souvent à un réalisateur exclusivement technologique, alors que lui, ce qui l'intéresse, c'est de jouer avec le média. C'est pas un technoscientiste, quoi. Zemeckis, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de fun avec cet outil. Et ce que je trouve dingue, c'est que le mec arrive à nous faire un film divertissant dans le sens le plus noble du terme, à partir d'un concept qui normalement n'est réservé qu'aux films d'auteurs de festivals les plus chiantissimes qui sont, parce que finalement le plan fixe séquence c'est un pur truc de festival, quoi. Ouais, la Chantal Ackerman, quoi. Exactement. Ouais. Théo Angelopoulos, quoi. Et là le mec te fait un film qui a vocation à être un film grand public. Bon, il se trouve que
malheureusement, vu l'époque qu'on traverse, ce film grand public n'en est pas un, puisque du coup, le public n'y va pas. Et moi, dans la salle où je l'ai vu, et ça, je le comprends toujours pas, il y a des gens qui sont sortis. Alors que franchement, on peut reprocher plein de trucs au film, mais certainement pas d'être chiant, quoi. Il n'est pas ennuyeux à aucun moment. Et aussi parce que, en tant que cinéphile, après, ça c'est mon petit délire perso, c'est pas juste un challenge, c'est un gars qui va rechercher à la source de son métier, en fait. Parce que le cinéma a commencé comme ça. Le cinéma a commencé par être totalement fixe, très théâtral, hein, et comment il va utiliser cette préhistoire du cinéma pour justement ne pas nous donner la sensation qu'on est au théâtre. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, donc, le concept, tu l'as expliqué. Comment dire, on passe pas d'une scène à l'autre, en fait. On a un plan sur, par exemple, aujourd'hui, et à un moment donné, on va voir une partie du plan, voilà, une partie du plan, par exemple, à travers la fenêtre, ça sera l'année 1920, voir la préhistoire, etc. Et les choses s'enchaînent comme ça, comme des panneaux qu'on enlève ou qu'on remet. Comme des fenêtres qui vont s'ouvrir sur une autre époque. C'est ça. Et comment dire, ce concept fait qu'en fait, ça devient un film de voyage dans le temps. Ce qui est, au fond, une des grandes constantes dans la carrière de Zemeckis. Donc, tu as cité Les Retours à le futur, mais il faut rappeler que Contact était un film qui jouait sur la torsion temporelle, hein, avec cette gamine qui, au fond, allait à la recherche d'un message qu'elle a elle-même envoyé quand elle était jeune. Le Scrooge, le drôle de Noël de Scrooge, Zemeckis a toujours répété que le Scrooge de Dickens c'était le premier récit de voyage dans le temps, ce qu'il est, puisque donc il passe dans son enfance pour aller à sa mort, etc. Comment dire, en fait, voilà, on pourrait citer d'autres films avec lesquels il a joué sur cette notion-là. C'est quelque chose que la notion du temps et de sa relativité, pour le coup, c'est quelque chose qui le fascine. Et ce que le film raconte, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, il nous donne vraiment à faire l'expérience de l'impermanence des choses, puisque tout est en train de changer complètement, et que le seul point de vue fixe, c'est celui du lieu, de la maison, le fameux here, en fait. Oui. Et ce here, là on est presque dans la philosophie bouddhiste, c'est justement la possibilité d'être présent là maintenant. Comment on fait pour être présent là maintenant, et pas dans son souvenir, et pas dans ses projets, parce que les personnages qu'on voit dans le film, sont comme nous, ils sont tout le temps projetés ailleurs que dans l'instant présent. Mais nous, spectateurs, on est forcés à les voir exactement là, en présence. Je vais laisser parler mes collègues, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le film. Mais voilà, au départ, c'est ça qui m'a fasciné. T'as pas précisé dans ton introduction que ici on spoil. Non, c'est vrai. On va le redire au cas où, parce que au cas où on serait passé à côté. Je pense qu'on est obligé de faire un spoil, non pas narratif, mais technique, pour parler de Here. On parle du plan final. Bah oui. Ouais, bien sûr. Il y a, moi, d'accord avec tout ce que Monsieur Djoumi a dit. Voilà, c'est lui qui m'a appelé pour me dire mais vous avez parlé de Here. Il faut préciser que c'était pas qu'on n'avait pas envie d'en parler la fois d'avant. On essaye généralement d'être dans l'actu. Là, le truc, c'est que l'épisode sort, nous on l'enregistre mardi soir, il sort ce vendredi. Il y a quand même des grandes chances que le film soit plus disponible en salle. Voilà. C'est un film qui a été vendu mais n'importe comment en France. Mais moi, j'ai très peu distribué, surtout très très peu d'affichage, très très peu de promos. Zemeckis lui-même aux États-Unis n'en a pas fait beaucoup. Il y a quand même quelques interviews, mais que j'ai vu arriver après le beat du film. Enfin, c'est très très étrange en fait, la façon dont t'as l'impression qu'ils savent plus du tout gérer ce genre de film, en fait. La seule façon de le vendre, c'est de dire c'est la réunion de l'équipe de Forrest Gump, quoi. Ce qui est comment dire ce qui est techniquement vrai, mais pas du tout thématiquement. C'est effectivement, on a les deux comédiens, on a le réalisateur, le même chef-op, le même compositeur. Forrest Gump, c'est l'histoire d'un mec qui se met à courir et qui traverse les États-Unis tout entier. Et là, c'est l'histoire d'un mec qui veut pas partir de chez lui, en fait, qui veut pas sortir de sa maison, quoi. Donc c'est littéralement le sens inverse. Zemeckis dit en gros, oui, c'est la même équipe, mais c'est pas le même tube, en fait, entre guillemets, quoi. On joue pas la même chanson, en fait, voilà. Et voilà, moi, ce que je trouve absolument formidable dans le film,
moi j'ai souvent été critique de Zemeckis sur certains points, et il y a toujours des petits trucs où je me suis toujours dit bon là il y a des transitions que je comprends pas trop, et il y en a là-dedans, hein, 2-3 transitions toujours que je trouve un peu pas fines, quoi, voilà. Mais ce qui est très fin par contre en fait dans le film, c'est la façon dont il joue en fait avec l'entrée et les sorties de champ, la façon dont il va jouer avec le hors-champ, sur ce qui se passe de l'autre côté justement du cadre qu'on ne voit pas, et en fait quand les gens se rapprochent en gros plan en fait pour voilà, avec évidemment un jeu sur un truc qui est connu maintenant, hein, qui est le de-aging en fait sur les personnages, quoi, mais aussi par exemple en fait sur la façon dont le temps derrière dans le cadre qui est dans le cadre qui est la fenêtre en fait va indiquer le ressenti des personnages, quoi. Il y a c'est-à-dire en fait le problème c'est que je sais pas, j'aimerais bien comprendre pourquoi en fait ce film ne fonctionne pas auprès des gens aujourd'hui. C'est un vrai comment dire, on a parlé la dernière fois on a parlé d'un film concept en fait qui était comme The Substance, quoi, qui a l'air d'attirer les gens en fait, qui a l'air de leur donner envie en fait de comment dire, voilà. Donc là on en a un autre, ce film concept. Si tu me demandes à moi, il est beaucoup mieux tenu, mais le truc c'est que ça me dépasse qu'il n'y ait pas la place pour les deux en fait. C'est ça le truc que je trouve assez étonnant, quoi. Et voilà, c'est un film, je sais pas si on spoil directement le plan final, mais la beauté du plan final elle est aussi dans la notion justement qu'il y a un envers du décor, quoi. C'est-à-dire que... et de la fixité, c'est-à-dire qu'effectivement tout le film nous a accoutumés, parce que encore une fois on vit depuis le début du siècle dans une surabondance de plans, n'importe quelle scène est surdécoupée, etc. Donc déjà de ramener dans le cinéma grand public, j'insiste là-dessus, la notion de fixité du cadre qui t'oblige en tant que spectateur à regarder ce qui se passe dans les coins, à détailler la gestuelle de comédien. Quand on a un qui parle là, tu regardes ce que l'autre est en train de faire derrière et tout. On n'est plus habitué à ça. Et au bout d'un moment, cette fixité parce que ça peut être chiant un plan fixe, on l'a complètement digéré, ingéré, et on est rentré dans le présent, tu vois. Et effectivement, le dernier plan du film, tout d'un coup, la caméra se détache et commence à faire un travelling avant sur un personnage, au moment où ce personnage réalise qu'elle est là, qu'elle est présente ici, là, maintenant. Pour la première fois de sa vie. C'est tout l'arc du personnage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le personnage de Robin Wright-Penn, en fait, enfin de Robin Wright, qui pendant tout le film, en fait, précise à Tom Hanks, ils sont mariés, qu'elle ne veut pas rester ici, elle veut pas habiter chez ses parents, elle veut pas rester dans cet endroit, elle n'aime pas cet endroit, elle le dit, je déteste cet endroit. Au bout d'un moment, c'est tout un espèce de cheminement comme ça. Elle se projette toujours dans des ailleurs, voilà, dans une maison qui dessine pour elle, dans les voyages qu'elle veut faire. Voilà, et d'ailleurs, dans leur avancée, dans leur vie, en fait, lui continue à rester ici, malgré comment dire... son souhait de partir aussi, quelque part. Oui, son envie, mais qu'il réalisera pas forcément. Et en fait, le truc, c'est qu'elle voyage, elle l'appelle, ils sont divorcés, elle voyage, etc. Et le truc qui est finalement assez bouleversant, en fait, aussi, c'est que donc on spoil, hein, comme on l'a dit, quoi. On voit venir les prémices en fait de sa maladie d'Alzheimer, quoi. Et en fait, il se trouve que à ce moment-là, en fait, où tu as suivi le personnage littéralement en plan séquence, quoi, et avec tout ce qu'elle traverse et la façon dont elle arrive à se libérer, etc., elle se retrouve coincée dans cette logique-là. Et finalement, la seule chose dont elle va finir par se rappeler quand il lui ramène en fait dans cette maison-là, c'est qu'elle a été ici. Et en fait, sa phrase, c'est au moment où la caméra bouge et au moment en fait justement elle sort de la maison même. En fait, elle dit j'aime. I like it here. J'aime cet endroit. I like it here. Genre, c'est presque, elle dit c'est chez moi en fait. Parce que le truc, c'est que le Alzheimer lui a effacé tout le passé et le futur. Tout d'un coup, elle est présente. Il y a une annonce assez astucieuse qui est faite de ce plan, de ce travelling avant, on va dire, dans une séquence précédente où le père Paul Bettany cherche à filmer le mariage qui a lieu dans son salon, et il a une vieille caméra d'époque, tu sais, avec 50 projos dessus pour que ça puisse éclairer, quoi. Et donc au départ il commence par faire un plan fixe éloigné du mariage, et puis il cherche à s'avancer vers les mariés, et la prise en fait se détache et du coup éteint le truc, donc il est obligé de revenir en arrière et il refait le truc et elle se détache. Et c'est une façon de dire non, t'as pas le droit de faire de travelling avant. Le principe c'était qu'on fasse un plan fixe, quoi. Et donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, Eric ? Non, il y a Alain qui me filme, c'est pour ça.
En plan fixe d'ailleurs. Ouais. Il fallait impérativement que tu casses le 4e mur pour le dire pendant le podcast. On parlait de ça d'ailleurs. Parce qu'il y avait une frustration en fait au début du siècle quand le cinéma arrive, enfin un peu avant, c'est la frustration en fait dans le théâtre du salon à 3 côtés, c'est-à-dire on voit toujours le même point de vue tout le temps, ça en devient horripilant. Et arrive le cinéma avec des caméras qui ont entre, je sais pas, mais qui sont très très lourdes en fait, qu'on a du mal à bouger, mais qui apportent en fait ce qu'on va appeler le contre-champ de ce salon à 3 côtés, c'est-à-dire montrer l'autre côté qui était réservé au public, et tout d'un coup en fait on crée de la spatialisation, on crée du montage, etc. Et ce film est fascinant là-dessus parce qu'en fait il te montre un salon à 3 côtés dans 90% du temps, mais Zemeckis étant Zemeckis, il te montre aussi, il arrive à te faire rentrer à un moment un miroir et à te montrer à l'arrière la cuisine, etc. Et il ne montre pas n'importe quel moment au niveau narratif, parce qu'en fait comme on a un empilement d'époque, on a des thématiques bien sûr qui se superposent, c'est-à-dire qu'on va avoir différents mariages, différentes naissances, etc. Et arrive un moment du film où on commence à réaliser qu'il y a entre guillemets un envers du décor. Il y a aussi tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'est pas résolu. Et c'est là où effectivement on a le père mourant qui est dans son lit et les meubles qu'on déplace. Et dans le miroir, on voit que derrière on est en train de parler de la situation parce que c'est l'envers du décor en fait. C'est ce qui. Voilà. Et du coup, on voit aussi la cuisine. Et donc du coup, ça nous permet en fait une certaine spatialisation qui manquait aussi un petit peu quoi. Et là où le film, moi, je le trouve très très fort et très très émouvant, c'est que au lieu, parce que j'avais lu la BD aussi, qui était en fait moi j'aime bien le comic book, et il y avait Chris Ware qui avait alerté tout le monde. Chris Ware, c'est le type qui a écrit Building Stories, qui est un gros chef-d'œuvre de la BD, et à un moment il avait dit il faut lire ça. Et effectivement, quand je l'ai lu, Chris Ware, il essayait en fait de casser en fait la narrativité de la BD avec des cases en fait qui étaient un peu labyrinthiques, dans lequel le spectateur reconstituait sa propre histoire, notamment dans Building Stories, qui est une histoire dans une banlieue américaine. Et en fait, quand tu lis Here, c'est assez frappant qu'il y ait une logique de marabout bout de ficelle, mais qui est quantique. C'est-à-dire qu'elle ne suit pas une logique temporelle, elle suit une logique sur un espace qui va se balader dans le temps. Et en fait, le concept, tu te dis tout de suite, ah ouais, c'est énorme. Et effectivement, le cinéma aurait dû s'en emparer. Hitchcock aurait dû le faire. Et c'est là où en fait tu te dis que Zemeckis, qui ramène toute son artillerie lourde, c'est-à-dire Tom Hanks, c'est-à-dire Eric Ross au scénario, donc il va, c'est un peu peut-être le défaut de Zemeckis, c'est-à-dire qu'il va hollywoodiser tout ça. Il va mettre il va insister vraiment sur une chronique familiale, etc. Là où le comic book était beaucoup plus rigide. Il va quand même apporter cette nécessité de raconter cette histoire. C'est là où on reconnaît les grands films en fait, quand on se dit oui, effectivement, ça aurait dû être fait. Le cinéma on avait besoin de cette histoire. Et non seulement il arrive à faire ça brillamment, je trouve, il arrive à inculquer une logique purement cinématographique qui est A amène à B, amène à C, amène à D, mais dans une logique purement intemporelle. Faut être bon là-dedans. C'est un travail de montage et de scénario énorme et de mise en scène énorme. Tout est un espèce de tour de force qui ne se voit pas dans le film. Il faut quand même le souligner. Et en plus, c'est là où Zemeckis est quand même très fort. Moi, j'ai quand même tiré ma petite larme à la fin. Quoi. On a tous chialé à la fin. Mais, et ça nous rappelle aussi... Ouais, carrément. T'as pas pleuré toi si, carrément. Ouais. Alors, en fait, moi, ça m'a fait redécouvrir le sens que pouvait avoir un mouvement de caméra. La en fait. puissance. C'est-à-dire que tu te dis, mais en fait, là, waouh, ça reprend sens, il redonne du sens à ça, alors qu'on est dans une période où des mouvements de caméra, on a tout le temps qui n'ont pas de sens, etc. Là, tu t'es tapé 1h30 de film en plan fixe, et d'un coup, ce mouvement de caméra, il est plein de sens. Alors, il est plein de sens aussi parce qu'il s'est passé plein de choses avant, et que le scénar, je le trouve assez brillant. Et tu parlais de côté très hollywoodien, mais je trouve que c'est surtout très universel en fait, parce que ça parle de relations de couple sur la durée, ça parle du lieu où toutes les choses se passent, où des enfants naissent, où les enfants, les parents peuvent mourir, etc. Et je trouve que cette fin, elle est juste somptueuse, à la fois narrativement et à la fois en termes de mise en scène. Et moi, c'est ce que j'adore tout le temps chez Zemeckis, dans ces films comme ça, c'est que il n'est pas seulement un concept, mais il a toujours, avec le concept, je dirais formel, il a toujours un concept de narration qui est passionnant. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup, par exemple, Apparence,
Parce que sous couvert de faire un thriller Hitchcockien, en fait, il renverse un peu la table et il fout sa caméra dans des trucs pas possibles, etc. Et moi, je trouve ça toujours passionnant. Pareil, tous les films qu'il a pu faire avec Tom Hanks, Forrest Gump, etc. Il y a toujours ce côté, ok, je m'empare d'un truc, d'une histoire universelle, mais je vais mettre la mise en scène qui va avec en fait ce concept. Pareil, je sais plus comment. The Walk, pareil, The Walk, c'était formidable pour ça. Et Seul au monde aussi, dans lequel le personnage devait justement réapprendre. Donc il est jamais aussi passionnant que dans ces moments-là, quoi. Et moi j'aime bien aussi l'idée que le film commence avec le Big Bang. Ça, je trouve ça formidable. Avec ce rocher, là, après la période glaciaire, etc., on a un rocher qui est en gros plan et qui va être cassé pour commencer à faire les constructions des bâtiments, etc. Et pendant tout le film, on est forcément attiré par les personnages, etc. Et à un moment, je me suis dit, putain, il faut que je le revoie. Parce que je suis sûr que dans la fenêtre, il se passe aussi des choses en arrière. Complètement, et ça n'arrête pas, en fait. La maison, la fameuse maison coloniale, elle évolue. On voit les barrières, enfin toute la clôture qui grandit. Enfin, on sent que les époques avancent, etc. C'est la maison du frère de George Washington, c'est ça dans le film. Ouais, c'est ça. De Benjamin Franklin. De Benjamin Franklin, qui était apparemment de son frère conservateur, de celui qui ne voulait pas de la Révolution. Donc voilà, en fait, moi je trouve que c'est vraiment une réussite brillante. Je trouve ça hallucinant que ce soit aussi mal vendu, que les gens soient pas autant curieux d'aller voir ce film-là. Pourtant, il y a tous les ingrédients. T'as pointé un truc du doigt, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tant encore une fois qu'on fait que des mouvements de caméra comme ça, c'est qu'aujourd'hui tous les plans se valent. La façon de mettre en scène, tout se vaut en fait dans l'absolu. Et le truc, c'est que là, en fait, il y a un film qui t'est dit que non. En fait, je veux dire, à partir du moment où tu t'arrêtes pour poser les choses et que tu joues un espèce de ballet en fait à l'intérieur de ton image, en fait, non. Et comme tu l'as dit, d'un seul coup, effectivement, tu pleures. À la fin du film, mais tu pleures pas seulement parce que le film parce que ce que le film te raconte, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que la vraie question, c'est est-ce qu'on pleurerait à cette scène si la caméra elle se mettait pas à bouger. Exactement. Tu vois, c'est vraiment, est-ce que c'est pas l'union des deux en fait, c'est-à-dire voilà, est-ce que c'est pas ça qui fait en fait, si tu veux, que d'un seul coup tu fais en fait t'es surpris et t'es en même temps complètement il y a un relâchement. Ce point génial. Mais donc ouais, c'est ça, je pense le truc comment dire après que que ce soit pas vendu ouais, ça c'est encore une fois c'est Mais ce que quand tu parlais d'hollywoodien, parce que c'est vrai que je me suis posé la question, c'est peut-être le prix à payer. Moi, je trouve que c'est pas hollywoodien. Ça l'est, mais je trouve que c'est universel en fait. C'est qu'effectivement les personnages. C'est moi qui en parlais. C'est toi qui en parlais. Ouais. Que les personnages ont un côté effectivement archétypal, pour ne pas dire caricatural, mais qui est la condition sine qua non pour que très vite tu comprennes en fait qui ils sont. Et effectivement, ils ont les mêmes problèmes que tout le monde, les mêmes envies que tout le monde. Il y a rien d'original. C'est plus problématique c'est plus problématique avec les Indiens par exemple, ou avec le type qui invente sa chaise, tu vois, où c'est peut-être un peu plus. Ça parle de l'Amérique quand même. Non, mais il doit aller plus vite là-dessus, tu vois ce que je veux dire. C'est ça le truc en fait, c'est que le fait de devoir présenter aussi vite, parce que finalement il y a une économie narrative nécessaire, parce que tu restes finalement que quelques secondes sur une époque donnée, et donc t'as une bribe de vie et tu dois... D'ailleurs, c'est le moment où il faut préciser, au cas où les personnes n'aient pas vu le film et nous écoutent, que c'est pas du tout chronologique. On fait des allers-retours dans le temps en permanence. Oui. Les époques se superposent, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais même avec des fois avec des effets, voilà, c'est-à-dire que même par exemple quand comment dire il y a l'annonce, je crois, si je dis pas de bêtises, en fait, de la mort du père, c'est qu'elle est annoncée par un flashback, en fait, de la mère, en fait, qu'on voit des années auparavant en train de danser dans le salon, et que d'un seul coup, en fait, c'est comme s'il était appelé par sa femme pour voilà, et qu'il se lève, et en fait, en gros, la scène d'après, il est mort, en fait, il est décédé, et il y a tout un tas de jeux comme ça, etc., etc. Moi, il y a une scène que je trouve étonnante. C'est en fait c'est parce que c'est le seul moment où je me suis vraiment demandé pourquoi. C'est-à-dire en fait ce qui est assez marrant, c'est que là où le film est encore très très fort, c'est que il date pas forcément les choses. On comprend que ça se passe dans notre époque à peu près. On comprend que ça va des années 50 on va dire jusqu'à aujourd'hui. On comprend à travers la scénographie, à travers le grain donné à l'image. Mais il y a très peu par exemple de dates spécifiques. Il y a le nouvel an 2003 par exemple, ça c'est daté. Je crois qu'il y a le Nixon qui... la Lune. Il y a le Covid aussi. Il y a le Covid. En fait, c'est pas la télé qui joue son rôle, évidemment, la radio. Alors, encore une fois, c'est souvent caricatural.
général. C'est-à-dire que pour les années 80, oui, les deux nanas sont en train de faire de leur gym devant le poste. Bon, mais en même temps, ça reprend les grandes tropes de certaines époques. En même temps, du coup, on va pas perdre de temps là-dessus. Tu sais où. Voilà. Et là où je me suis étonné, en fait, c'est que chaque personne, en fait, qui a vécu dans cette maison, au-delà, en fait, de la famille de Tom Hanks et tout, a plus ou moins quelque chose de comment dire, qui lui arrive avec un espèce d'arc, entre guillemets. C'est-à-dire le type qui va inventer la Lazy Boy, là, par exemple, la chaise et tout ça, etc. Évidemment, les Indiens, évidemment, etc. Et par exemple, le pilote qui ne meurt pas d'ailleurs en vol. C'est plutôt drôle, ça, d'ailleurs. Voilà. Et du coup, en fait, la famille d'Afro-Américains à la fin, enfin, je dis à la fin parce que même si elle est présentée avant, en amont, là, pour le coup, c'est beaucoup plus, en fait, lié aux événements. C'est-à-dire, je trouve en fait du temps plutôt qu'il y a une vraie construction comment dire, de ces personnages-là. C'est ça que je trouve un peu étonnant. C'est-à-dire qu'il y a un truc en fait où on te parle du Covid, on te parle de la bonne en fait de la femme de ménage qui meurt du Covid, on te parle en fait de George Floyd en gros parce qu'en fait il y a ce moment-là où il explique à son fils que si tu te fais arrêter par la police, il faut que tu réagisses comme ça et comme ça et comme ça. Et il n'y a pas de comment dire. On voit pas ce qui pourrait arriver au fils avant, après, à part le fait qu'il est noir. Et le truc, en fait, c'est ce moment où je me suis dit, c'est un peu étonnant par rapport au reste du film. En fait, je trouve ça un peu presque détaché, quoi. Alors moi, ça m'a pas choqué parce que pour le coup, ça rentre dans l'histoire d'un point de vue politique, ce qui s'est passé avec George Floyd, au même titre que quand tu vois justement Benjamin Franklin et historiquement. Pour moi, c'est des enjeux politiques. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que cette famille Black, elle est pas liée généalogiquement à ceux que tu as suivis dans l'essentiel du film, en fait. Je sais pas parce que on a quand même beaucoup d'enfants. Enfin, on a 3 générations qui se suivent dans cette maison. C'est centré sur la famille de Tom Hanks. C'est ça. Mais par exemple, le type qui invente il a aucun rapport avec la famille de Tom Hanks. C'est vrai. Mais je veux dire, les Indiens, Franklin et la famille Black, c'est presque les extrêmes du film, enfin les extrémités, si tu veux, le cœur du film, il reste quand même sur 3 générations. Sur ces 3 générations, Après, je sais pas, c'est peut-être la proximité, on va dire, de l'époque qui me fait me questionner de pourquoi c'est là, sans avoir vraiment trouvé la raison, quoi. Je pense pas que ce soit innocent, hein. Je pense que c'est un truc. Elle vient aussi quand même, parce que Zemeckis, ça reste un enfant des 60s, quoi qu'il en soit, d'une vision peut-être un peu passéiste, il est temps que l'Amérique change sa façon d'être, etc. Et du coup, faire en sorte que cette famille, qui finalement est une famille bien blanche, finisse par être remplacée par une famille une bourgeoise black, alors que jusque-là, dans le film, tu les as toujours vus en arrière-plan dans les époques précédentes. C'est peut-être, tu vois, sa façon à lui de ramener ce discours-là dans son œuvre. C'est aussi un film qui parle de l'Amérique. Enfin, complètement. On choisit pas Benjamin Franklin par hasard. Non, bien sûr. Mais aussi, ça parle très bien, je trouve, de l'absurdité de la vie. C'est-à-dire, t'achètes une baraque, mais en fait, elle ne t'appartient pas, elle t'appartient le temps que tu vives dedans. Et tout est illusion, en fait, tous les petits problèmes que tu as, etc. Exactement. Tous tes grands rêves, c'est tes mômes qui vont les accomplir. La Robin Wright Penn qui veut être avocate, c'est sa fille qui va le faire. Et tout ça, en fait, ça permet, et c'est là où le cinéma est génial, c'est quand il filme l'humanité comme une fourmilière. Kubrick était dément, t'es un réalisateur dément là-dessus. Et ça le fait un peu. C'est qu'en fait, ça te fait relativiser de absolument tout, jusqu'à un point, presque, jusqu'au trop-plein, presque, tu vois, en te disant rien n'est important, en fait. Et du coup, on s'accroche aux petites choses, aux petites émotions. Et ce film-là, il est, mine de rien, assez important. Et il est assez important à regarder, je trouve. Spirituellement. Ce que je dis rarement, en fait. Et c'est rare que le cinéma nous élève un peu spirituellement. Et ce film-là, il essaye. Surtout, à plus forte raison, quand tu considères, en fait, qu'une grosse critique, en fait, négative du film, c'est le sentimentalisme du film, qui est réel, hein, dans l'absolu, mais c'est pas un problème, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est aussi le sujet du film. Donc, il n'y a pas de pathos, hein. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à tout prendre, en fait, c'est un peu plus fin que, je sais pas, tu vois, certaines comédies romantiques ou que j'ai pu voir ces dernières années. Et en même temps, je parlais tout à l'heure de la permanence des choses et de bouddhisme. Genre, je sais pas si c'est vraiment un truc qui intéresse Zemeckis, mais en tout cas, il s'y retrouve presque malgré lui, puisque, comme le dit Eric, il y a ce côté... Tout ça n'est pas important. Et on s'aperçoit au bout du compte que finalement l'événement essentiel qui va permettre par exemple à l'héroïne d'être justement présente, c'est un souvenir
totalement anodin. Tout d'un coup, elle se souvient que sa fille avait perdu sa médaille dans ce canapé. Et c'est l'événement majeur, en fait, alors qu'on a vu passer des tas de pages d'histoire entre-temps. Donc, bon, on met le Big Bang et un Indien qui offre un colis à sa nana sur le même plan, tu vois. Donc, il y a un dernier truc aussi que je trouve passionnant, c'est que je me suis fait la réflexion pendant le film, c'est qu'il fait jouer les parents par des acteurs plus jeunes que Tom Hanks et Robin Wright. Beaucoup et Paul Bettany et Kelly Reilly sont vraiment super, je trouve. Alors moi, Paul Bettany, c'est pas un acteur que je connais beaucoup, enfin j'ai pas vu notamment tous les Marvel, tout ça, mais je les trouve vraiment magnifiques. Il est excellent. Et donc Tom Hanks et Robin Wright sont beaucoup plus vieux qu'eux et ils jouent leurs enfants, et je trouve que le de-aging est très très bon, contrairement à la bande-annonce. Quand tu revois la bande-annonce, parce que je l'ai vu après, le de-aging est un peu repoussant, et dans le film j'ai trouvé vraiment parfait. Sur grand écran j'ai trouvé super, et voilà, j'ai trouvé ça aussi passionnant, le côté générations qui sont pas les bonnes en fait. Sachant qu'il est rendu très compliqué ce de-aging par le fait que ce sont deux comédiens dont on connaît les visages en fait successifs. Moi justement, ça m'a pas choqué pour le coup le de-aging de Tom Hanks. J'étais oui, c'est lui jeune et ça marche bien. Par contre, effectivement, je te rejoins. Moi, ça m'a beaucoup perturbé que ça soit Kelly Reilly qui joue sa mère, Paul Bettany moins, mais Kelly Reilly, vraiment, il y avait un truc dans ma tête qui voulait pas computer quoi. Précisément à cause de ça. Et j'ai trouvé ça intéressant du coup, la sensation que ça m'a provoqué. Est-ce que vous avez des réserves ou est-ce que vraiment... Si, une petite. En fait, je continue à être surpris par la confiance totale que Zemeckis a dans les images de synthèse. Je trouve que il y a des moments où il en fait trop par rapport aux animaux notamment qui sont donc pas des animaux vrais parce qu'il demande une gestuelle tellement particulière, un rythme tellement particulier. On a notamment comment on appelle ça, un petit oiseau mouche qui revient fréquemment. Un colibri. Un colibri, merci, pardon. Et puis un daim aussi à un moment donné. Et leur gestuelle est trop belle, trop gracieuse, et un truc qui déconne. Et aussi la photo de Don Burgess. Il y a un côté lissé qui m'a peut-être un peu gêné. Tu parlais tout à l'heure d'accompagner les époques justement avec des grains différents et tout ça. Malgré ça, j'ai quand même eu l'impression de voir quelque chose de trop propre sur tout le film. Mais bon, c'est une petite réserve, encore une fois, par rapport à un film qui est vraiment une éloge du cinéma dans ce qu'il a de plus... C'est vraiment cette... Je comprends pas que les gens ne soient pas allés voir ce film, en fait. Ça me désole. On était 2 dans la salle, je suis allé le jour de la sortie. Non, mais moi, j'ai personne qui est sorti de la salle, effectivement. Mais c'est vrai que ça m'a étonné quand les gens disaient que, comment dire... toi, tu me dis qu'il y a des gens qui sont sortis. Oui, plusieurs. Et une personne, je crois que c'est toi, ou quelqu'un d'autre m'a confirmé que dans sa séance aussi, les gens c'est étonnant, en fait. Je pense que peut-être que le public aujourd'hui est tellement habitué aussi à des films à grand spectacle qui racontent des grandes aventures, des grandes épopées, que là, c'est un peu ce que tu disais. L'histoire de Forrest Gump, c'est un type à qui il arrive des aventures extraordinaires. Et là, c'est l'inverse. Ça raconte l'histoire la plus ordinaire qui soit. Et donc... Mais pas de la manière la plus ordinaire qui soit, c'est ça aussi le truc. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est quelque chose qui m'a perturbé. J'ai mis du temps à me faire un avis en sortant du film, parce que j'ai adoré la mise en scène, toute la recherche qu'il y a eu. Je vais pas redire tout ce que vous avez dit, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Et en même temps, l'histoire que ça racontait résonnait tellement pas avec... pour moi, c'est un film d'horreur, presque, ce que ça raconte au niveau narratif, de rester toute sa vie dans la même maison et de ne pas réussir à en partir, alors qu'on ne veut que ça. Mais c'est un enfer. Mais c'est lié aussi à pour le coup, mes choix de vie personnels. Ouais. Mais du coup, est-ce que, par rapport à un Forrest Gump qui pouvait faire rêver des plus jeunes générations, et les emmener un peu sur des terrains avec un peu plus d'émerveillement, est-ce que ce récit-là, ça va pas aussi freiner certaines personnes ? Je pense qu'il y a une espèce de paresse du spectateur, en fait. C'est-à-dire que tu as un concept qui t'est proposé qui est totalement différent de la narration habituelle. Et du coup, tu dis non, mais j'adhère pas, je me casse. Au-delà de ça, moi je pense qu'en fait ça pose... Alors il y a une personne qui est pas ici, présente avec nous, qui est un grand fan de Zemeckis, qui est Julien Dupuis, quoi, qui a pas pu se libérer, il a beaucoup de travail en ce moment, quoi. Et je pense qu'il aurait vraiment voulu venir défendre le film, parce que je sais qu'il l'aime beaucoup.
et je pense qu'il aurait été certainement très pertinent en fait sur le sujet, quoi. Et il aurait des éléments de réponse, je pense qu'il y aurait réfléchi et tout. Mais en tout cas, moi, je sais que ça pointe du doigt. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette problématique il y a des gens qui nous posent la question de pourquoi est-ce qu'en fait on traite Anora, par exemple, ce genre de film, etc., etc. Mais en fait, à la base, la problématique, c'est pas le sujet, c'est pas ce qu'on raconte. C'est la façon dont on le raconte, c'est ça qui nous intéresse, nous. Et l'idée, c'est pas d'être dans une logique de cause perdue. L'idée, c'est pas de dire le Zemeckis, personne n'y va, donc on va le défendre, mais alors si Gladiator 2, tout le monde y va, on va le défoncer. C'est pas ça du tout notre logique. Notre logique, c'est en fait, on apprécie la façon dont on nous raconte les récits, quoi. Et le truc, c'est que ça, c'est une proposition radicale, vraiment radicale, et en fait, qui tranche avec ce qui se fait en ce moment. Là où moi, par exemple, j'estime que Anora, ça fait pas ça. On s'intéresse à ce que Anora raconte éventuellement, mais pas forcément à la façon dont on le raconte. Et c'est la distinction, je pense, en fait, entre les deux trucs. En tant que vieux con, le truc, c'est qu'on a vu beaucoup de films, et qu'au bout d'un moment, un film qui justement arrive avec, je vais te le raconter des choses que tu connais déjà, mais d'une façon que tu n'as peut-être jamais vue, tout d'un coup, ça nous réveille. Enfin, moi, je sais que dans la séance, j'étais justement très actif, quoi. J'étais, c'est cool, en fait. Il y a quelque chose de ludique à déchiffrer le cadre. Et à tout prendre, ce que je voulais dire, c'est qu'un film comme ça, il pointe du doigt exactement les raisons pour lesquelles t'aimes ou que t'aimes pas le cinéma, ce que t'aimes et ce que t'aimes pas dans le cinéma, c'est-à-dire vraiment la façon dont tu le regardes. Et encore une fois, enfin, grand bien en face aux gens qui vont voir juste des films pour savoir en fait si comment dire, il y a les 3 Spider-Man dans le même film, si pas de problème en fait. S'ils s'amusent et tout, non mais s'ils s'amusent, si en fait pour eux c'est ça qui est important et qu'il faut surtout pas spoiler ça, ou en fait il faut savoir quel est l'easter egg à la fin et tout, pas de problème. Mais le truc en fait, encore une fois, c'est que pour nous le cinéma, ce n'est pas ce qu'on raconte, c'est la façon dont on le raconte, vraiment. Et c'est la grosse distinction, en fait. Et ce film-là, je pense qu'il rebat les cartes, en fait, à ce moment-là, en disant voilà, il y a c'est pareil, je dirais pas il y a 2 types de spectateurs, mais c'est la logique, quoi. Alors, moi, pour le coup, j'entends tout à fait ce que tu dis, et je me positionne entre les deux, parce que pour moi, la façon dont on le raconte... Faut choisir. Et aussi... Non, je suis pas d'accord. Et je trouve que ce qui est raconté est aussi important que la façon dont on le raconte, et c'est pour ça que, justement, je te dis, moi, j'ai mis du temps à me faire un avis dessus, parce que la façon dont c'était raconté, ça m'a immensément plu, mais le fond de ce que ça racontait, ça a mis beaucoup plus de temps pour m'atteindre. Et pourtant, j'ai adoré le film, j'ai très envie de le revoir maintenant, parce que j'ai eu le temps de le digérer, j'ai pas eu le temps de le faire avant qu'on enregistre, mais pour moi, justement, je peux pas dissocier le fond et la forme. Ouais, tu vois, ça a provoqué des sentiments chez toi, parce que tu disais que pour toi c'était limite un film d'horreur, donc ça a fonctionné. Oui, mais bien sûr. À tous les non, niveaux, mais en fait. c'était ce que je me suis dit en sortant, c'est waouh, c'est dense, il faut que je le digère. Je peux pas donner un avis là tout de suite. Comme on était 2 dans la salle, on s'est retourné et alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Et je peux pas donner un avis immédiatement. Et il a fallu du temps pour le décanter. Donc voilà, moi je peux pas dissocier le fond de la forme. Et clairement, je défondrai la forme de ce film. Autant que vous, parce que ça m'a énormément. Pour moi, c'est pas tant, encore une fois, de question de dissocier. La façon dont tu racontes un film, ça indique aussi en fait ce que le film raconte. C'est-à-dire, c'est pas juste. Moi, je dissocie pas les deux non plus. La question, en fait, elle est pas genre, il y a ce film-là, et puis on l'a raconté de cette manière-là. Je veux dire, évidemment, si c'était filmé par John Amiel, j'en aurais rien à foutre. Mais le truc, c'est que. S'il n'avait pas raconté de cette façon-là, tu n'aurais jamais ressenti ce que ce mot, here, ici, signifie profondément. T'en fais l'expérience, quoi. Arrivé à la fin du film, t'es ouais, je suis oui. présent. Et moi aussi, j'ai pleuré à la fin. Ouais. Donc, oui, mais c'est encore une fois, je pense pas que ce soit une question de dissociation des deux. Je pense que c'est une question de comment tu vois les choses. C'est 2 choses différentes pour moi. C'est vraiment en fait, l'art du cinéma est un art narratif, est un art en fait, si tu veux, qui s'est imposé sur les autres arts, tu vois, qui existants, les précédents arts, les 6 précédents arts. Et en fait, le truc, c'est qu'en gros, à un moment donné, il faut qu'il ait sa distinction à lui. Je veux dire, et c'est pour ça que tu vois, on a parlé de théâtre au début, on a parlé de ces choses-là. Donc, voilà, et quand le fond rencontre la forme, ça donne Gladiator 2. Voilà, tu voulais faire une transition sur le suivant. Tu m'amènes une très bonne transition. Donc en tout cas, Here, si vous voulez aller le voir et vous faire votre propre avis dessus, bien, il est sorti en salle le 6 novembre. Peut-être qu'il est encore diffusé. En tout cas, dépêchez-vous parce qu'il y a des chances qu'il ne reste pas très très longtemps à l'affiche. Il l'est. Il y a encore des séances. Il y a encore des séances. Courez-y. Le second film dont on parle ce soir, c'est Gladiator 2, qui est sorti le 13 novembre. Gladiator 2 de Ridley Scott, à qui on doit évidemment Alien, Blade Runner, Gladiator numéro 1, et plus récemment House of Gucci, dont on parlait dans Ça le temps pour un film saison 2.
Il aura fallu donc 2 décennies à Ridley Scott pour donner une suite à Gladiator. Et le 2, donc, cette suite se déroule 16 ans après les événements du premier film. Le gladiateur en chef, cette fois, c'est Lucius, le fils caché de Maximus. Tu spoil. Ah, bah oui. Ah ouais, c'est annoncé au bout d'une heure. En fait, c'est un truc que tu sais depuis le début, qui est annoncé depuis 2 heures. Et ça s'appelle pas Gladiator 2. Moi, j'ai vu dans le générique de... Ça s'appelle Gladiator. Ah, pardon, Gladiator. Ouais. Et donc, après une enfance exilée en Numidie, le fameux Lucius débarque dans le Colisée après que son pays a été conquis par des empereurs tyranniques à la tête de Rome. Il n'est pas content. Et on ne sait pas de quel pays il s'agit d'ailleurs. Si, la Numidie. Magique. Comment ? La Numidie. La Numidie, c'est ça. Donc, qui était un pays hyper progressiste. Donc, où les femmes faisaient la guerre. Ça, j'ai appris en voyant le film. Une femme. Donc, la sienne. Ouais, parce que c'est un gros trauma du début. Ouais. Donc, il arrive, il n'est pas content. Sa femme s'est fait tuer par Acacius, le commandant, le général romain envoyé par les 2 empereurs tyranniques. Joué par Arnaud Bordas. C'est une private joke, mais putain, qu'est-ce que c'est vrai, quand il a les mêmes expressions et tout, ça m'a vraiment distrait. Joué par Pedro Pascal. / Arnaud Bordas. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent défendre ce film ? Ouais, moi, en fait, moi je veux dire un truc avant. Bon, faut replacer dans un certain contexte, il faut pas le voir comme un film de Ridley Scott, enfin Ridley Scott de la vieille période, parce que sinon on va pas passer un bon moment. Vaut mieux le voir comme un film parce que les gens qui nous écoutent sont très cinéphiles, donc vaut mieux le voir comme un film de Brett Ratner, qui a vraiment sur un truc, faut pas s'attendre à une espèce de grammaire cinématographique. Moi j'aime bien le 1, contrairement à vous, hein, je sais que c'est pas un film qui est très aimé, mais je trouve que dans le 1, c'est un film qui est pas très aimé ici, mais c'est un film qui est très aimé. Oui. Non, pardon. Chez vous, je veux dire, parce que quand même je vous parle en dehors de Here. Voilà. Dans la House of Capture. Voilà. Et je trouvais que dans le 1, en fait, il arrivait à distinguer quelques images un peu macabres, un peu oniriques. Moi, ça m'avait quand même un peu emporté. Là, non. Faut être je veux clair. pas spoiler. Non, mais en fait, moi, je voulais, tu vois, je suis allé le voir le jour de sa sortie avec ma meuf. Je voulais passer un bon moment, donc et à un moment, mais ils te mettent quand même pas mal de bâtons dans les roues pour que tu passes un bon moment. Par exemple, moi, j'avais entendu en interview l'acteur principal, comment il s'appelle Paul Mescal. Paul Mescal. Il disait normalement la scène d'intro, on avait 9 semaines pour la tourner, et là où j'ai vu que Ridley Scott c'est vraiment un génie, c'est qu'il l'a tourné en 9 jours. Donc je suis là, mais super hypé sur la scène d'intro et tout. Je me dis ça va être ouf. Et il l'a tourné en 9 jours, hein, ça se voit. Hein. Je veux dire, y a pas de... c'est dégueulasse. Enfin, vraiment, et c'est vraiment, tu te dis, c'est pas sympa pour le mec qui veut voir un truc épique et tout. Il a enlevé tout souffle épique là-dedans, c'est-à-dire que tout est au même niveau. Y a rien, il y a aucune image qui se détache. C'est un peu une bouillie informe. Mais si on se dit, on va voir Gladiator 2 ou Gladiator 1, mais version Z, hein, parce que c'est presque un remake, ça, il y a moyen de passer un bon moment, parce qu'il y a des singes tueurs, il y a des requins, il y a des gens qui jouent vraiment très très mal, qui ont des tronches de cake tout le temps. Et Denzel Washington, on lui a mis des boucles d'oreilles, moi je trouve ça génial. Et des carrés Hermès, on dirait Ségolène Royal, le mec. Et en plus, alors lui, il a un plan machiavélique pour prendre Rome. Alors c'est assez marrant, parce qu'en fait, son plan machiavélique, il marche tout de suite. C'est pas très dur de prendre le contrôle de Rome, au cas où vous voulez essayer. Et en plus, il le dit à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a pas un mec qui est pas au courant du plan machiavélique de Denzel Washington. Donc tu te dis c'est très très Z dans l'esprit. Tu te dis que c'est réalisé par un papy de 90 ans, t'as pas tort. Hein, c'est-à-dire que c'est lui, je pense que c'est ça Ridley Scott aujourd'hui, c'est un mec qui dit merde à tout le monde, donc il est rigolo en interview. C'est moins rigolo en fait quand tu regardes son film, tu te dis tu te fous quand même un peu de ma gueule mec, enfin, tu vois, je voudrais un peu de mise en scène. Donc c'est un mec, tu le sens, hein, ça se voit dans son montage qu'il arrive à 12 caméras qui couvrent tout le champ et qui fait le choix au montage, ou parfois pas. C'est-à-dire qu'il parfois il est pas dans la salle de montage, ça se voit, il y a des moments où le film il est complètement abandonné. Le scénar, c'est ce qu'aurait écrit un mec sous coke, rapidement, c'est-à-dire l'acte 2 c'est rushé. À la fin, moi je me souviens, la fin de l'acte 2, ça se situe entre une armée qui veut envahir Rome et une autre qui veut la défendre. Et le mec au milieu dit qui est avec moi, et ça se joue à oui ou non, tu vois. Donc t'as vraiment l'impression de regarder Astérix, mais celui de Guillaume Canet, pas les autres, tu vois. Et du coup tu crois absolument en rien, mais voilà, si t'es venu passer un bon moment, il y a des singes tueurs, il y a des requins, il y a des gens qui jouent mal, il y a des requins dans le Colisée. Ouais. Et il y a Denzel Washington, mais qui fait n'importe quoi. Denzel Washington, caméra embarquée sur le rhinocéros. C'est ça. C'est quand même le truc. Ça fait 15 ans qu'on lui dit que c'est un acteur de génie, et ça y est, il y croit. Hein, donc il fait n'importe quoi, vraiment. Et il redresse sa toge.
Ouais, non, mais il fait n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment. Il n'y a pas un plan où il ne redresse pas sa toge. C'est ça. Où il rigole, sardoniquement. Mais je pense qu'il a fait des recherches. Il a dû regarder des vidéos, je te dis, de musulmans à la Mecque, et il s'est dit comment ces gens se démerdent avec des toges. Ah, ils font ce geste-là. Et du coup, dans chaque plan du film, mais vraiment, amusez-vous à regarder le film avec ça à l'esprit. Il redresse sa toge exactement comme le font les vieux musulmans. C'est une joyeuse catastrophe, mais quelque part, si t'as un peu l'esprit décadent et que t'as fumé un peu avant, ce que je conseille. Tu peux à peu près passer un bon moment. Voilà. 2h30 quand même. C'est effectivement, il faut fumer peut-être un peu du shit. Hein. Voilà. Là, on va passer pour des rabat-joie, mais moi je tiens quand même à préciser que j'ai grandi avec les péplums de la dernière séance. C'est un kiff normalement pour moi le péplum. Les gladiateurs justement avec Victor Mature, je sais pas si certains ici l'ont vu quoi, la version de Delmer Daves des années 50. C'est vraiment, j'adore ça. Et c'est horrible que les gros budgets ne soient filés qu'à Ridley Scott pour faire ce genre de film. Et c'est l'une des raisons qui m'avait autant attristé quand on a vu le premier à l'époque en fait. C'est que j'associais le péplum quand même à quelque chose de luxueux. Et Ridley Scott vraiment me donne l'impression de revisiter le péplum à la sauce Homer Simpson. C'est le Colisée, on le filme comme le Super Bowl avec une caméra embarquée en hélicoptère, tu vois, au-dessus, t'as presque la fanfare qui va avec. Ça pourrait être une bonne idée, hein, ceci dit, si tu le pousses au max. Là, dans le deuxième, on peut dire que le côté Homer Simpson, il l'a poussé jusqu'au bout, puisqu'on a littéralement Spider Cochon hein, qui est ressuscité, là sous la forme d'un singe cette fois-ci, puisque donc on a un empereur romain qui a un petit singe. Moi, ça me donne vachement envie de le voir tout ça, franchement. Et il passe son temps à le déguiser, à le maquiller, etc. Et Stéphane, à un moment donné, c'est un singe qui apparaît au bout de 2 heures de film. Et Stéphane se penche, il me dit le singe va finir par devenir sénateur. Et c'est exactement ce qui se passe. On le nomme sénateur. Moi, je me suis dit, si le singe devient sénateur, en fait, c'est un bon film. Et en fait, c'est pas un bon film quand même, mais c'est vrai qu'il le fait à un moment donné. C'était dans une scène absolument incroyable où t'as Denzel qui arrive avec un sac à dos là, où il se trimballe une tête dans le sac et tout. Enfin, non, il joue le gangster et tout. Il joue American Gangster de Ridley Scott. En fait, il y a ce truc par rapport au premier Gladiator, c'est que c'est vrai qu'on l'avait vu à l'époque. Moi, j'ai jamais revu le film. J'avais trouvé ça vraiment à chier à l'époque déjà. C'est-à-dire, en fait, il faut dire les choses. C'est-à-dire que si ce qui est très étonnant, c'était l'engouement qu'il y avait autour du film. Ce qui est très, enfin, après je peux comprendre qu'on apprécie. Et qui a duré. Non mais je comprends qu'on apprécie Russell Crowe par exemple dans le rôle parce que c'est plutôt. Le score avec Lisa Gerrard et Hans Zimmer. Insupportable. Non, insupportable. Moi, ça n'a rien à faire dans un Gladiator, mais la musique, j'adore. Insupportable. Merci Pierrick. Mais le truc c'est que le côté pub Barilla, ça vous avait pas. C'est ça. Mais moi en fait, comme il y a beaucoup de genres en fait qu'on voyait pas forcément à cette époque-là en plus, comme le péplum par exemple, c'est comme le film de gangster. Moi je dis pas non en fait tout de suite, je vais voir un film comme ça, j'ai envie de le voir quoi. Et en fait, mais par contre après, je pense qu'il faut jouer un peu effectivement Enfin, on était en 2000, tu pouvais jouer la reconstitution historique, t'avais le cinéma, t'avais les effets spéciaux digitaux pour pouvoir justement créer des trucs et tout. Et effectivement, comme le dit Rafik, c'était pour faire des plans du Super Bowl, c'était pour Enfin, pour moi, c'est Rambo 3 le film, quoi. En fait, en gros, voilà. Donc, si t'apprécies ça comme Rambo 3, y a pas de problème, mais tu lui files pas l'Oscar, Rambo 3. Enfin, tu vois, tu le prends pour ce que c'est, quoi. Tu vois. Et là, le problème, c'est que non, c'est un film. Pour moi, c'est un film de musculeux qui va à la salle, quoi. C'est vrai que le côté beauf de Ridley Scott ne semble pas être pris en compte par les spectateurs. En fait, il y a cette espèce de malédiction autour de Ridley Scott du fait qu'il a fait Alien, Blade Runner, les duellistes et tout. Enfin, je soupçonne que beaucoup de gens n'ont pas vu les duellistes dans ceux qui citent Alien et Blade Runner, tu vois. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on va dire Alien et Blade Runner, tu vois, qui est cette espèce de en fait, et surtout Blade Runner, c'est un film qui a été un peu déchiré à l'époque où il est sorti, quoi, pour être évalué très très vite. Et en fait, je pense qu'il y a cette espèce de malédiction de j'ai fait ces films-là. À une époque où en tout cas Blade Runner a été assez mal reçu, donc maintenant je lâche un peu la rampe. Et c'est là où tout le monde le traite de génie, en fait, quand il fait... et on oublie évidemment 2 films sur 3. C'est-à-dire, il y a personne qui me cite G.I. Jane, tu vois, pour me dire que c'est un génie, quoi. Il y a personne qui me cite L'âme de fond, Les Associés, Traqué. Enfin, il y en a des tonnes des films, parce qu'il fait un film par an, le mec. Et le truc, c'est que 1492, Christophe Colomb. Non, mais voilà, il y a tout un tas de films comme ça, voilà. Et bien, effectivement, en fait, Gladiator, ça a complètement ressuscité à cette époque-là.
Et aujourd'hui, il fait le best-of, quoi. C'est-à-dire, il y a c'est un peu la logique, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, le best-of Gogol, hein, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, quoi. À un moment donné, effectivement, il y a des requins, il y a des rhinocéros en numérique. Il y a, comment dire... il y a des macaques zombies. Il y a des macaques zombies super bizarres, là. Enfin, il y a une espèce ils ont la rage, c'est tout. Ils ont la rage. Ouais, ils sont enragés. C'est pour ça, d'accord. Voilà. Non, parce que quand il ouvre la bouche, on a l'impression qu'elle est à moitié décomposée, en fait. Ouais. Mais t'as l'impression de voir un film d'Heroic Fantasy. En fait, t'as l'impression de voir... En fait, moi, quand je vois ça, je me dis, je vois la dégénérescence de Gladiator. C'est-à-dire, déjà, pour moi, c'est pas terrible. Mais alors, quand je voyais tous les Spartacus à la télé, tous les trucs comme ça, là, tu vois... Parce que c'est aussi ça, le truc avec Gladiator, c'est que, quelque part, le premier film, en fait, a donné le là, grosso merdo, sur les films épiques un peu nulâtres qui ont suivi, quoi. Tous les films épiques chinois qui sont sortis, ils ont tous des plans à la Gladiator. Les séries télé, j'ai cité Spartacus, mais même parfois même on va dire, pour essayer de donner un cachet, même un truc comme Game of Thrones, il y a des moments où voilà, oui, on clairement et d'ailleurs en fait c'est quand je dis dégénérescence, c'est qu'ils vont chercher Pedro Pascal, en fait. Le seul à s'en être un peu affranchi, c'était le Agora d'Amenabar. Je sais pas si on peut vraiment le considérer comme un péplum, parce que c'est au 2e siècle, mais bon. Mais c'était le seul qui, justement, n'allait pas chercher son esthétique du côté de Gladiator. Ça a vraiment contaminé toute une façon de... Moi, je lui en veux à ce film, quoi. Mais à la limite, encore une fois, s'il reconnaissait le côté Beaufaras, peut-être que ça passerait mieux. Moi, il y a une scène, une seule, qui m'a plu dans Gladiator 2, et c'est une scène de baston, mais une scène de baston comme on aimait en voir dans les années 80 dans des films de musculeux, quoi. Rambo 3. Où on a, c'est la première fois que le héros rencontre les deux empereurs, et on le met face à une grosse brutasse qui est censée le défoncer, et en fait, très vite, ils arrivent à se désarmer l'un l'autre, et ils se battent à main nue, en s'éclatant la gueule sur les tables en marbre, quoi. Ah, en plein banquet. Ouais, en plein banquet. Et les coups font mal. Vraiment, et les cascadeurs, chapeau, vraiment, les mecs te font des trucs incroyables et tout. Et j'étais là, merde, c'est bien, en fait, c'est fun, quoi. C'était la première semaine de tournage, Raph. Comment ? C'était la première semaine de tournage. Non, mais il y avait un côté, j'assume ce que je fais. Je fais un film de bourrin, et je vais faire une bonne grosse scène de bourrinade, et ça passe. Si c'était vraiment plongé là-dedans avec délectation, moi, je suis pas contre d'avoir des requins dans un colisée, mais encore une fois, il faut faire quelque chose. Assume le truc. Faut faire quelque chose. Et c'est pas nous faire un truc émouvant avec ça, parce que là, c'est censé être ému. Non, parce que le film est terriblement premier degré aussi, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il est attention, c'est le film du mec qui a eu l'Oscar, quoi. Tu vois, donc le truc, si tu veux, c'est que, effectivement, t'as fait le film du mec qui a eu l'Oscar, et t'as des babouins enragés, t'as une caméra embarquée sur le rhinocéros, enfin, ça, je m'en remets pas, hein, comme si c'était une bagnole, quoi. Tu vois, le mec qui met une caméra embarquée sur... En même temps, ça va bien avec le Super Bowl et... Oui, d'accord, mais après, alors bon, il y a aussi les deux empereurs, là, il faut en parler, parce que ça, c'est... Oui, Eric les aime bien, les deux empereurs. C'est vrai rigolo, quoi. Tu vois, oui, parce que quitte à faire n'importe quoi... moi, j'aurais voulu qu'ils soient plus méchants. Tu vois, mais c'est comme quand l'autre il arrête pas. Compris que c'était méchant dès le début. Ouais. Parce que le film était pas très clair là-dessus, tu vois. Mais ça laisse le doute au début. Ouais, voilà, on sait pas trop, tu vois. Mais tu vois, il y a je rigole. Oui, non, mais le truc c'est qu'on te le dit, mais je trouve que moi, je m'attendais à ce que ça soit des méchants comme justement Geoffrey Baratheon dans Game of Thrones, tu vois. Ah, on sent qu'ils soient méchants. En fait, là, on dit qu'ils sont méchants et je les trouve juste cons. Bah oui. Ah oui, ça, ils sont complètement cons. Mais tout le monde est complètement con dans le film. Non, ils ont l'air un peu allumés. C'est vrai qu'ils ressemblent un petit peu au groupe, je sais pas moi, Strassenbahn de 1982, groupe gothique indus avec leurs yeux maquillés comme ça, voilà. Et surtout complètement écarquillés. Vraiment, ils jouent avec les yeux, voilà. Mais ok, encore une fois, si t'assumes le côté Beaufaras de ton film, pas de problème, quoi. Mais là, c'est dans un entre-deux qui est de genre, attention, c'est historique, en fait. C'est historique, mais t'as des gamins qui jouent au football, t'as Gérard Darmon qui lit son journal en attendant la meuf qui lui sert d'espionne. T'as des anachronismes dans tous les coins, mais ça s'assume jamais, en fait. Pierrick. Ouais, non, il n'y a pas grand chose à rajouter, parce que tout a été dit, mais non, moi j'ai eu vraiment des gros problèmes avec le personnage principal, avec l'acteur principal. Je trouve qu'il est absolument pas charismatique. Pourtant, je l'avais bien aimé dans quelques films que j'ai vus avant, mais là, je trouve qu'il tient pas à la baraque du tout. Je pense aussi que son personnage est tellement mal écrit, c'est horrible. C'est-à-dire qu'il part d'un trauma avec sa femme qui a été tuée par un général, il veut se venger du général, puis finalement, au milieu du film, tout d'un coup, je sais pas, il bifurque, il se rappelle qu'il est le fils d'eux, enfin.
Je comprends pas la progression dramatique parce de ce qu'il personnage. Il a vu le comment dire. Mais est-ce que c'est elle qui lui dit ou pas, sa mère qui lui dit, enfin, on comprend pas. Donc du coup, il bascule dans autre chose. Enfin, c'est incompréhensible. Et moi, j'ai eu beaucoup de peine pour Connie Nielsen, qui est une actrice que j'aime beaucoup, et qui là, a pas l'air là en fait, tout simplement. Puis pareil, enfin, ils en font n'importe quoi. Le chirurgien esthétique de l'époque était très bon. Mais je crois qu'il y a beaucoup de filtres. Elle a commencé sa carrière avec Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Ah oui, c'est vrai. Et elle la terminera avec Gladiator. Et non, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont complètement aberrantes en fait, ne serait-ce que narrativement. Par exemple, elle est emprisonnée, mais ça la dérange pas d'aller rendre visite à machin là pour taper la discute. En plus, toutes les scènes, il y a des dialogues. On se dit il va y avoir un truc à la fin. Enfin, le dialogue va nous faire avancer l'histoire. Et non, chaque scène se termine. T'as l'impression que mais attendez, la scène ils avaient pas fini de jouer les gars là. Ils avaient des trucs à nous annoncer. Et non, enfin tout est comme ça, tout est à l'avenant. Enfin, il y a une démission totale de Ridley Scott. Enfin, moi je trouve que c'est aberrant. En fait, et pourtant le pognon, mais ça dégouline de pognon. C'est épisode 2. En fait, Star Wars épisode 2 parce que je pense que épisode 2 est mieux écrit que la scène du rhinocéros très clairement. La rhinocéros, la scène des requins et tout, t'as l'impression qu'ils vont dans l'arène. Mais on parlait tout à l'heure Django Fett quoi. Les requins, c'est pareil. Et la forme. Ils seraient pas là les requins, ça. Ils servent à quoi en fait? Ils servent à rien. La question de la forme, elle se pose parce que quoi qu'on en dise, Ridley Scott, avant 87, je veux dire, c'était vraiment un esthète. C'est-à-dire que peut-être que ces films partaient dans tous les sens. Et je prends l'exemple de Légende, qui était un film hyper bancal, mal écrit, tout ce que tu veux. Mais quand t'avais un plan, c'était un plan. Voilà. C'est pour ça que je parle de démission. C'est-à-dire que le gars, il est en service commandé quoi. Comme le disait Eric, tout est ramené au même niveau, mais tout est ramené au même niveau en termes de filmage en fait. C'est-à-dire que il n'y a aucune dynamique scénique, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de dialogues, c'est quand même un film d'intrigue, de complot, tout ça, et en fait, il te construit rien, c'est vraiment la couverture basique. Alors, c'est Ridley Scott, évidemment, il a une certaine expérience de savoir exactement où poser son acteur pour que le plan soit à peu près équilibré, mais ça dépasse pas, encore une fois, le niveau d'un publicitaire, quoi. Eric, il parlait du final, moi, j'ai pas compris. Les deux armées, avec lui qui se bat avec Denzel Washington, et à la fin, il fait, je me dis, il va faire une longue tirade, et ça va réunir tout le monde, ça va être formidable. Non, en gros, c'est levez la main. Qui est pour, qui est contre. Il reprend Aragorn en fait, il leur demande what say you, ce que Aragorn demandait aux morts-vivants dans Le Retour du Roi. Mais ce qui est rigolo, c'est que ce personnage, en fait, donc pendant tout le film, on t'explique qu'en fait, il peut pas blairer Rome, quoi, tu vois, il a raison. Et à la fin, il se prend d'amour pour Rome. Il arrête pas de te parler de la grandeur de Rome. T'as l'impression qu'il te parle de Limoges, le gars. En plus, tu l'as jamais vu Rome. Tu te dis, mais mec, de quoi tu parles? Tu vois, mais c'est pas grave. Il prend du sable dans les mains. C'est comme ça que sa mère reconnaît son fils. D'ailleurs, alors là, t'es là. Heureusement qu'on pousse à l'ouest, les gars, quoi, tu vois. Et c'est vrai que le film, il est un peu insultant si t'es sobre. Mais encore une fois, il y a moyen d'apprécier ce film-là, mais bon, il faut pas le prendre au sérieux. C'est un peu la limite du film. Le délire autour de Rome, moi je l'ai pris comme un truc typique de. En gros, de spectateur new-yorkais dans son rapport aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire vraiment. montre-le, Rome. À ce moment-là, on est une civilisation décadente, il y a rien à sauver. De toute façon, on est les méchants du monde. Mais ça, c'est la façon. C'est la façon dont il voit absolument tout dans le film. Je veux dire, la décadence en fait des deux empereurs, si tu veux, avec une teinte homophobe absolument hallucinante avec le mec en fait. Déguisé en princesse Leia, dans ce truc-là, quoi. Il y a ça, mais tout le monde est comme ça en fait dans le film. Je veux dire, le sénateur. Tous les personnages sont détestables, je trouve. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'en fait, c'est la misanthropie de Ridley Scott. Ça, c'est le truc en fait. Encore une fois, c'est ce que disait Eric. C'est le mec qui t'envoie chier en interview et tout, c'est un peu rigolo. Quand on lui dit c'est quoi vos 4 films préférés, le mec il commence, alors il te dit bon alors 2001, Star Wars, Blade Runner, le mec il cite son film au milieu, tu vois. Donc voilà, tu sais, tranquille. Et tu te dis mais bon, heureusement il cite Blade Runner, il aurait pu citer G.I. Jane, quoi. Mais le truc c'est que voilà, c'est un mec qui est complètement il en a plus rien à foutre de rien en fait. Mais vraiment, c'est dans Alien Covenant 2 là, je sais plus, mais il y a une scène incroyable où il y a Michael Fassbender, il joue de la flûte avec son jumeau qui joue de la flûte, et la scène elle est bizarrement crypto-gay. Elle est incroyable cette scène où tu te dis tout le monde est aux fraises. Ça y est, là vraiment, il y a abandon de poste partout. Mais après il y a un truc aussi, c'est que en fait, alors pour le coup, j'ai pas revu le premier Gladiator, mais dans celui-là, il y a un truc que je trouve absolument, parce que ça reprend en fait des thématiques similaires, quoi. C'est-à-dire cette espèce de notion de l'esclave à la Spartacus, en fait, qui va, briser ses chaînes et en fait renverser le pouvoir, en fait. Et là, ça va.
Tu sais, parce que tu te dis, en fait, si c'est un film sur le peuple, tu vois, tu dis non, c'est pas un film sur le peuple, c'est un film sur un souverain, en fait, si tu veux, qui réclame son trône, tu vois. Donc, en fait, tu te dis, la thématique, en fait, elle est complètement biaisée, quoi. C'est un Skywalker, en fait. Donc, et le peuple, les personnages de ce film font partie de la même généalogie, et littéralement, le mot sang royal est prononcé dans la trajectoire dans le film. Et ça, c'est des raccourcis scénaristiques qui finissent par devenir des raccourcis idéologiques. Quant au peuple, moi, je me suis amusé à un moment donné, j'ai focalisé sur un figurant que je trouvais marrant. Et donc, je l'ai regardé très attentivement, ce figurant, pour m'apercevoir qu'il était dans tout le film, en fait. C'est lui, le peuple. Non, mais voilà, ça veut dire que la scène, les plans figurants ont tous été filmés le même jour, avec, en gros, le groupe qu'il avait ce jour-là. Parce que tu m'étonnes qu'il a été filmé en 43 jours, le truc, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose, Pierre? Non, je disais que juste la trajectoire du personnage de Russell Crowe dans le 1, elle était simpliste, mais elle était claire, elle marchait, limpide, etc. Elle marchait. C'était bien écrit. Voilà, là, mais ça bascule dans tous les sens. Denzel Washington, tu le vois arriver de nulle part, tu dis ah bon, il avait un complot au départ, lui. Ah ok, d'accord. Bon, on va suivre le complot. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, vraiment, mais c'est rigolo quand même. Faut quand même. On peut passer un bon moment. 2h30. Des problèmes d'écriture. C'est un peu un problème. C'est très long. C'est moche. C'est pas très beau, c'est vrai. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Gladiator 2 est encore au cinéma. Il est sorti le 13 novembre. Et lui, il cartonne pour le coup. Et vous avez en DVD Demetrius and the Gladiators de Delmer Devs avec Victor Mature, qui est très fun. Voilà, donc vous pouvez suivre l'avis de Rafik si vous voulez pas aller voir Gladiator 2 au cinéma. Petite pause auto-promo avant de passer à la suite. Un petit mot sur notre campagne, actuellement notre campagne pour le prochain MOOC de Capture, le 3e consacré à Oliver Stone. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est, Alain Mercier? On a dépassé les 100%. Ouais, on a 129%. Waouh! Il y a déjà 645 préventes. Et on vous rappelle que Stéphane s'est engagé à ce qu'on fasse un podcast Roland Emmerich si on atteignait les 1000%. 1000%. Les 132%. Bon courage. Donc... Mais on le fera pour de vrai, pour le coup. Alors là, si on arrive à 1000%, mais on n'y arrivera pas, on le fera, quoi. 10 000%, on fait Richard Berry. Donc, voilà. Le réalisateur. Faites passer le mot 1000%, un podcast spécial. Donc, on continue à précommander. C'est bientôt Noël, il y a des idées de cadeaux à faire. Tout à fait. Et normalement, le MOOC sera livré... pour arriver sous le sapin à l'heure. Vous avez jusqu'au 7 décembre pour participer à cette grande campagne sur Kiss Kiss Bank Bank. Et on remercie surtout tous ceux qui l'ont déjà fait, quoi, parce ouais, que merci à vraiment, vous, effectivement, cool. c'est quand même, comment dire, assez touchant. On sait jamais, nous, en fait, quand on lance un truc comme ça, enfin, si ça va vraiment marcher ou pas. Oliver Stone, par exemple, c'est pas forcément quelqu'un sur lequel on est attendu. Nous, attendu. On est forcément reconnu pour ça, quoi. Et c'est toujours, comment dire, c'est toujours cool de voir qu'en fait, il y a quand même beaucoup de monde au rendez-vous. On les remercie, quoi. Tout à fait. Merci à toutes les personnes qui ont déjà participé. N'hésitez pas à passer le mot à votre entourage aussi, donc si vous voulez continuer à soutenir le projet et voir ce podcast sur Roland Emmerich. Et puis un petit rappel aussi, l'expo sur James Cameron à la Cinémathèque, elle est encore en cours et vous avez jusqu'au 5 janvier pour vous y rendre. Donc voilà, l'occasion d'une sortie pour les fêtes de fin d'année peut-être. Oui, puis c'est génial, elle est géniale, c'est-à-dire faut aussi on en a parlé beaucoup quand c'est arrivé en avril, on a fait une interview de James Cameron, on vous avait dit qu'on avait interviewé James Cameron, je sais plus si on l'avait dit, quoi. Mais en tout cas voilà, il y a une interview de James Cameron. On a fait une émission au sein de l'expo. On a fait une émission au sein de l'expo, on a interviewé Russell Carpenter aussi, son chef opérateur, voilà, on a fait pas mal d'émissions autour de ça parce que c'est comment dire, c'est un événement qui nous tient à cœur. C'est aussi une grande première en France en fait, hein. C'est cette expo là qui va être amenée à voyager. Elle a débuté à la Cinémathèque française avec évidemment le concours de James Cameron, hein, on l'a dit plusieurs fois, et en fait voilà, c'est super, enfin c'est hyper émouvant de voir en gros l'évolution d'un artiste en fait à travers le temps, quoi. Donc non c'est une super expo, faut vraiment aller la voir. Ça s'arrête vraiment bientôt, donc voilà. Ouais, courez-y avant la fin, c'est jusqu'au 5 janvier. Et pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur le site de la Cinémathèque ou sur le site de Capture, capturemag.fr. On passe à la suite avec le film 37, L'ombre et la proie, sorti le 20 novembre. C'est le premier long métrage d'Arthur Mollard. Alors 37, c'est le prénom d'une jeune femme prise en stop par Vincent, chauffeur routier. Spoil. Quoi ?
C'est un spoil quand même, non? Ouais, bah ouais, moi, Non, si on divulgage, s'arrête là, c'est c'est pas fini là. On dit en intro Mais qu'on moi- spoil et on le moi, répète tout le temps. moi, c'est à la fin du film que j'ai réalisé qu'elle s'appelait 37. Bah non, elle le dit au début. on le dit. Elle le dit au début, il lui Oui, demande. oui. Il lui T'as demande comment réalisé tu pourquoi t'appelles. elle s'appelait 37 à la fin On du apprend film. pourquoi elle s'appelle 37. Mais... Ok. Donc, je C'est un reprends. mini spoil. 37, c'est le prénom d'une jeune femme prise en stop par Vincent, chauffeur routier. Et en tout cas, c'est ce qu'elle prétend. Et ce qui est sûr, c'est que 37, elle est enceinte jusqu'aux yeux. Très vite, son comportement étrange va éveiller des soupçons chez son chauffeur. Donc, tout le monde l'a vu sauf Eric. Non, je l'ai vu 37. Ah, tu l'as C'est vu. Blitz Pardon, c'est Blitz. Moi, je veux bien commencer parce que je crois que je suis le plus vindicatif. tiède. Non, pas vindicatif, mais tiède. Moi, j'aime bien en fait les premiers films français de genre. J'aime bien aller les voir parce que c'est toujours intéressant. Voilà, c'est pas notre spécialité en France en général, donc c'est toujours intéressant de voir l'approche, etc. Je suis plutôt bien rentré dans le film parce que la présentation des personnages est plutôt à droite. Il y a quand même pas mal de questions qui sont soulevées, etc. Enfin, le chauffeur routier, s'il n'a pas un super gros charisme, mais en tout cas, il est plutôt pas mal dépeint, etc. Et en fait, le problème, c'est que le film, pour moi, il s'effondre très tôt. À partir du moment où ils sont arrêtés par la police. Et là, il y a une scène qui fait basculer le film dans autre chose. Et moi, j'adhère pas du tout au personnage à ce moment-là. Enfin, je comprends pas, en fait, le personnage de 37, notamment. Je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas ce qu'elle fait, je comprends pas qui elle est. Et surtout la scène suivante, qui est pour moi la pire du film, j'étais vraiment très mal à l'aise pendant cette scène très embarrassante, la scène où ils vont au bar pour célébrer la dans mémoire, le resto routier, et que je trouve très mal réalisé. Et là, je me dis, j'adhère plus du tout parce que ce pauvre gars, il est à côté d'une femme qui est gravement enceinte et il n'arrive pas à s'en dépêtrer alors qu'il rentre dans un bar et qu'il suffirait qu'il lui fasse un croc en jambe et c'est terminé, on n'en parle plus, quoi. Le film est terminé. Et à partir de là, j'adhère plus à rien, en fait. Je suis totalement laissé sur le bas-côté. Et voilà, et je trouve qu'en plus les acteurs dans cette scène ne jouent pas très bien et ça m'a totalement sorti du film et j'y suis plus jamais rentré après. Donc c'est dommage parce que je l'ai vu avec Eric et il y a des choses que je trouve audacieuses et qui sur le papier auraient pu être réussies, mais je pense qu'il y a un vrai problème de maîtrise à la fois de scénario à un moment et puis de mise en scène aussi, qui m'a du coup j'ai pas passé un très bon moment. J'étais plutôt enthousiasme sur le début du film. Voilà. Ouais, je te rejoins là-dessus. Effectivement, moi aussi, c'est au même endroit que toi que j'ai décroché. Et au départ, j'avais vraiment envie d'y croire. Je trouve qu'en plus, les thématiques et finalement tout ce qui est dévoilé, les raisons pour lesquelles il se passe ce qui se passe sont intéressantes et auraient pu donner vraiment lieu à quelque chose de très puissant. Ouais, je voulais ajouter un truc par rapport à ce que tu dis, justement, c'est que on a quand même un souci en France quand on fait du cinéma de genre de toujours rajouter on a besoin de ça, ajouter du social, ce qui est pas toujours forcément bienvenu. Tu peux faire un film comme Hitcher, qui pour moi est un chef-d'œuvre, sans. C'est la référence du réalisateur. Ça se sent grave. Ça se sent, ça se sent, mais pour moi, Hitcher reste un chef-d'œuvre et t'as pas besoin d'une notion sociétale là-dedans. Tu vois, t'as le bien, le mal. Sauf que de ce que j'ai compris, le sociétal, c'est ce qu'il a. C'est ce qui lui a donné l'idée du récit, en fait. Alors que c'est en lisant une news. Sur en gros donc on va spoiler, mais je comprends pas la croisade vengeresse de et le jusqu'au boutisme de cette femme, je le comprends pas, et surtout au point qu'elle tue des flics et qu'après que lui il se soit complètement pétrifié à l'idée de se révolter ou quoi que ce soit. Je décroche totalement. Je suis d'accord avec toi, j'ai décroché complètement, mais l'idée de partir du récit d'une migrante victime de passeurs, je trouve que c'est une excellente idée et qu'il y avait matière à faire un super film d'angoisse, et que là finalement effectivement il y a plein de choses qui marchent pas. Cette scène dans le resto routier, ça ne fonctionne absolument pas, et c'est un petit côté MacGyver à ce moment-là. Et puis cette scène où elle est effectivement avec les flics et que d'un coup tu te dis mais en fait c'est quoi, c'est une espionne, elle fait partie des opérations des forces spéciales, tu sais pas trop. Elle sait manier un flingue hyper avec énormément de précision. Et donc, ça ouvre plein de points d'interrogation sur qui elle est. Et finalement, derrière, il n'y a aucune promesse qui est vraiment tenue. Moi, je vais être un peu transparent. On ne se connaît pas avec Arthur Mollard, mais en fait, il m'a contacté par le biais d'un ami
pour... alors il se trouve que c'était un lecteur de Mad Movies, et de l'époque, et en gros il voulait que je lise son scénar. Donc moi j'ai lu le scénar l'an dernier, et qui me l'avait fait passer. Faut dire aussi ce qu'il y a sur un film comme ça, hein, ce qui est assez important. C'est un film à 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est rien aujourd'hui, hein, vraiment. Hein, je veux dire, dans l'économie actuelle, c'est encore moins qu'1 million d'euros il y a 20 ans. C'est-à-dire, en fait, quand justement, en fait, des producteurs comme Marc Missonnier, puisque c'est Marc Missonnier qui produit, en fait, faisaient des B-movies ou des trucs comme ça, quoi. Donc le truc, c'est que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le million d'euros à peu près en fait de Eric Valette à l'époque de Maléfique, c'est plus du tout le même budget aujourd'hui en 2024. Et là c'est un film qui se passe dehors avec beaucoup de scènes sur la route et tout ça, etc. Donc c'est un challenge. Moi lui m'a expliqué qu'il l'a tourné en 21 jours. Voilà. Alors moi j'aborde le film un peu différemment parce que comme je savais de quoi ça parlait en fait, bah forcément en fait j'étais plus dans une problématique d'incarnation. C'est-à-dire que je me suis vraiment posé, comment dire, je savais où ça allait, je savais qui était le personnage de 37 en rentrant dans la salle, je savais quels étaient ses enjeux, donc c'est vrai que ce que vous pointez du doigt, en tant que spectateur qui découvrait l'intrigue, j'ai pas eu ce souci-là en fait. Et d'ailleurs à la lecture, j'ai pas forcément eu souci parce que pour moi un scénario c'est un outil. C'est-à-dire que vraiment je le prends comme comment dire... et il y avait des problèmes dedans, il fallait verrouiller des choses, on en a un petit peu parlé, et puis après, bah, lui, il a fait son film, quoi. Donc voilà. Mais et par exemple, je sais qu'un point spécifique en fait qui m'avait posé problème à l'écriture m'a reposé problème ici, c'est comment dire l'arrivée assez mal gérée, je trouve, en fait, du flashback à la fin. En fait, au moment où il est dans le comment dire, il est enfermé dans l'arrière du camion, qu'il est en train d'être en hypothermie, quoi, qu'il est en train de tomber et qu'en fait d'un seul coup, au lieu que ce soit un flashback entre guillemets émotionnel, ça devient une espèce de flashback en fait de scénario de attention, il faut qu'on vous explique un truc à ce moment-là vraiment et c'est important. Et ça c'était, je crois, dans mon souvenir, c'était à peu près un problème similaire dans le scénar, quoi. Et à ce stade du récit. En fait, effectivement, il y a la mécanique du suspense sans rien. Après, pour moi, là où je vous rejoins sur la scène, comment dire, du bar, pour moi, c'est un pur problème d'incarnation. Mais j'ai 2 gros problèmes d'incarnation dans ce film, qui sont, premier problème sur 37, et ça, malheureusement, je pense que c'est un rôle qui est très très difficile à caster. C'est vraiment, en fait, je pense, comment dire, extrêmement casse-gueule. Et je pense que le problème de ce personnage, c'est que, en fait, cette actrice, qui n'est pas une mauvaise actrice en soi, hein, mais qui, en fait, je pense, est beaucoup trop pouponne en fait pour jouer comment dire une tueuse sans foi ni loi, quoi. Enfin pas sans foi ni loi parce que c'est pas exactement ça le film, mais qui a une vraie quête vengeresse et tout. Je trouve qu'il y a un truc en fait où la dangerosité elle est pas incarnée par ce personnage en fait, c'est-à-dire que c'est très bizarre, voilà. L'acteur principal me pose pas trop de problèmes, je trouve pas comment dire, je trouve plutôt juste, je trouve plutôt dans le ton. Je pense que des fois ils mettent du temps à réagir, ce qui est effectivement problématique. Et donc en fait la deuxième problématique d'incarnation, c'est les deux trois beaufs là dans cette scène en fait. Moi j'aime bien la nana, c'est-à-dire celle qui joue Patty, quoi. Je la trouve plutôt pas mal. Elle a du vécu, elle a une gueule et tout. Mais les deux autres en fait, t'as l'impression que c'est un sketch de Groland, quoi. Ça marche pas. Et en fait voilà. Maintenant, en ayant pointé ces problématiques du doigt, parce que c'est un peu moi je veux être un peu transparent en fait, parce qu'on parle beaucoup de cinéma de genre français ici, on traite pas tout, on se retrouve avec des amis comme Bustio et Maury qui viennent ici et c'est vrai qu'on les pilonne un peu, quoi. On leur dit mais ça, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça, etc. Donc on n'est pas voilà, on a quand même tapé assez violemment sur Gueule Noire l'an dernier, The Substance on n'en parle même pas, voilà. C'est pas en fait une question de comment dire de forcément de taper en fait ou de régler ses comptes, en fait c'est juste que en fait nous aussi on y tient en fait à ce qu'il y a un bon cinéma de genre français, nous aussi voilà. Et après bah, on a notre façon pour nous de réfléchir, bonne ou mauvaise, hein, peu importe, mais en tout cas c'est la nôtre, quoi, sur ces choses-là. Et moi, là où en fait je lui donne en fait du crédit à ce film, c'est que oui, d'accord, il y a du social en fait via le personnage, mais il n'y a pas du social. C'est pas grave, ou c'est pas en fait Titane ou ce genre de truc en fait où c'est complètement décorrélé de ce que ça raconte. Pour moi en fait le film il s'inscrit à peu près. Je peux comprendre hein, vos problématiques sur où va le personnage, comment il s'incarne et tout. Je suis d'accord. Mais en fait, justement, il n'utilise pas le social pour se justifier. Il utilise vraiment en fait cette notion-là pour essayer de vraiment dire, ok, en fait, je vais raconter le récit, le parcours en fait de ces personnages-là dans ce milieu, voilà.
mais avec une certaine volonté, en fait, encore une fois, de créer du suspense, de mettre ça en avant vraiment plus que, en fait, encore un discours à tenir. C'est ça, en fait, comment dire, voilà. Et moi, il peut avoir les deux, hein. Je veux dire, j'ai pas de problème avec voilà. Moi, ma tendance, je préfère en fait un mec qui me digère en fait son discours social dans son suspense, dans sa façon de, voilà, c'est le type de cinéma que j'aime. Mais il y a des gens qui peuvent arriver à faire le contraire et voilà. Ce que j'aime moi dans le film, c'est que ça trahit pas vraiment son budget. C'est-à-dire, je trouve qu'il aurait pu être plus radical en fait dans sa façon de pointer des choses du doigt, plus dur dans le film en fait, et même faire des choix de mise en scène beaucoup plus, c'est comme ça, puis on va le faire marcher. Et quand t'as 21 jours de tournage et 1 million d'euros, je pense qu'en fait, à un moment donné, t'es obligé de te dire, il faut que je couvre, il faut que je puisse quand même avoir la capacité de faire ce que je peux au montage. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas hier, donc c'est Mékis, mais c'est pas le projet évidemment, mais en fait c'est pour dire que voilà, ça j'aurais aimé qu'il soit un peu plus radical là-dedans, mais je trouve que c'est un premier film relativement soigné en fait, c'est-à-dire avec plein de problèmes dedans, mais quand même en fait avec une espèce de volonté. Moi, il m'avait dit Hitcher, il m'avait dit je voudrais faire Hitcher, mais c'est vrai qu'Hitcher il y a Rutger Hauer. Il y a le désert, californien. Il y a, il y a une espèce de, il y a une machinerie en fait, une grosse machinerie à l'époque qui était extrêmement importante, quoi. Une poursuite avec hélicoptère, etc. Voilà, donc en fait le truc c'est que quand t'as 1 million d'euros, c'était pas un film à 1 million d'euros, c'est ça que je veux dire. Et du coup, en fait, évidemment, il vise haut, mais la référence est noble, la référence est louable, et moi je trouve que encore une fois, à tout prendre dans je pense que ça aurait pareil, ça aurait mérité d'être un peu resserré aussi, ça aurait mérité de voilà, mais je trouve qu'en fait pour un premier film il s'en sort à peu près, quoi. Il y a quelque chose de louable en fait dans la volonté de je trouve aussi effectivement, moi je débarquais complètement, je connais pas du tout le personnage, j'ai pas vu les courts-métrages éventuels qu'il aurait pu faire avant. Je précise qu'on s'est juste parlé au téléphone, pas, mais je sais que au début du film, il y a cette scène où le héros va tambouriner à la porte du camion d'un collègue dont on entend de la musique country à fond, etc. Et le collègue lui répond pas, et il est à ce moment-là interpellé par donc l'héroïne, quoi, qui lui demande une clope. S'ensuit une scène de dialogue avec elle, et lorsque ces deux personnages s'en vont, on revient sur la porte du camion et on voit un filet de sang qui coule. Moi, je suis quelqu'un de simple, hein. Voilà, ce genre de construction scénique, pour moi, c'est ça. T'as pas les moyens, mais t'as la bonne idée qui, tout d'un coup, transforme une scène complètement, qui devrait être quelconque, en une vraie scène de thriller, quoi. Et là, on a compris qu'il s'est passé un truc entre cette nana et ce routier qu'on ne verra jamais, etc. Donc, d'emblée, le gars, il m'a accueilli avec ce plan sur ce filet de sang tout bête, et c'est vrai que j'étais acquis à la cause. En plus, il met en scène des ouvriers, et moi, ça me manque énormément dans le cinéma français, d'avoir des héros ouvrier, quoi. En l'occurrence, le fils du roi caché. Comment le fils de l'empereur caché. Oui, c'est ça. C'est pas un Skywalker, le mec. Quoi. Et il a des problèmes d'ouvrier, quoi, avec ce truc au début que tu comprends pas et que tu comprends au fur et à mesure du film, quoi. En fait, il est suicidaire. Enfin, tu te demandes pourquoi il est suicidaire avant de comprendre qu'il a pris une assurance sur sa tête, quoi, pour littéralement se buter et que sa femme remporte l'argent de l'assurance. Voilà. Parce qu'il gagne mal sa vie. Je trouve ça plutôt bien écrit, la façon avec laquelle c'est amené. Moi, j'ai du mal avec l'ouverture, mais c'est parce qu'en fait, je trouve que quand tu projettes en fait direct un rêve avant même de présenter le personnage, c'est un peu étrange. Tu le vois rentrer dans le tunnel, fermer les yeux, oui, mais c'est un rêve dans le. Tu sais pas exactement pourquoi il est en train de faire ça. Tu te dis, il se met à l'épreuve, etc. Mais non, en fait, il est juste complètement suicidaire. Et petit à petit, avec l'histoire des Polonais, tu commences à comprendre que non, il y a vraiment une question d'argent là-dedans, quoi. Donc tout ça, voilà. Et j'ai été attentif à votre souci justement de cette bascule, c'est-à-dire en gros une scène où cette héroïne qui jusque-là était juste inquiétante finit par devenir un monstre en fait, hein, puisqu'elle bute en gros 5 flics presque avec une seule balle, quoi. Et là je l'ai senti comme une tentation
à rentrer dans le fantastique. C'est-à-dire à tout d'un coup te suggérer que cette simple fille peut être autre chose qu'une simple fille, peut être l'incarnation de quelque chose. Dans Hitcher, Rutger Hauer, il est à 2 doigts d'être un diable incarné. Oui. Et je pense peut-être qu'il y a une autre référence qui est le film d'Aida Lupino, The Hitchhiker, que Eric a certainement vu, où on a effectivement un personnage d'autostoppeur inquiétant qui a un pouvoir anormal sur les gens qui l'ont pris en stop. C'est-à-dire, pareil, dans The Hitchhiker, tu te demandes, tu te dis, mais pourquoi il le dégage pas, quoi, ce type. Parce qu'ils sont complètement sous son emprise. Il a quelque chose de pas humain, ce type. Et j'ai l'impression qu'il a cherché à faire ça avec cette nana. Et le fait qu'elle a un visage poupin, justement, pour moi, ça rajoutait au trouble. Si on accepte l'idée qu'elle est plus qu'une nana, elle est un truc, elle a un souvenir vengeur, un ange de la vengeance en l'occurrence, quoi. Moi, je suis plus gêné par le moment où le film doit revenir à la réalité. C'est-à-dire, finalement, elle était réellement une victime, elle est réellement ce qu'elle est. J'aurais préféré qu'elle soit complètement une figure fantastique, en fait, et que cette nana soit morte dans ce camion frigorifique, en fait. Donc, bon, je passe pas la peine de spoiler forcément la toute dernière scène. Il veut pas trop. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a une hésitation besoin, en fait, entre jouer la carte du thriller et pousser très très loin dans les retranchements fantastiques qui demandent effectivement un accord du public. Il faut accepter d'aller dans le too much. Et donc la scène du bar, elle prend à ce moment-là une autre tournure, quoi, parce qu'il y a le courant qui se coupe, etc. Enfin, on a toute cette scène éclairée en rouge. Enfin, tu sens que le mec, il est rentré dans une autre dimension face à cette meuf. Mais c'est pas géré jusqu'au bout. Il n'a pas mis la carte sur la table en disant oui, cette meuf, c'est le diable. C'est la culpabilité qui vient rattraper. Qu'elle est quand même très fragile, quoi. Et ça fait que moi, à partir de là, en fait, tout du long, moi, toute la fin, tu te dis, mais enfin, pourquoi juste il ne se barre pas? Oui, c'est ça. Pourquoi il se barre pas? Pourquoi est-ce que il reste sous l'emprise de cette nana? Et ça, il y a un truc qui fonctionne pas là-dedans et qui m'a gêné. Il le fait, mais en fait, le truc, c'est qu'il essaye. C'est juste il est rattrapé par plein de choses. Voilà. Ça, c'est plutôt habile. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que je savais pas où ça allait, quoi. C'est-à-dire que quand je vois Gladiator 2, je sais très bien, ou le film dont on va parler après, qui est sur deux films dont on a comparé. Ou le film dont on va parler après, le film de Steve McQueen, Blitz, sur un enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais que l'enfant, il va s'en sortir, hein, donc je suis sur des rails. Là, je suis pas sur des rails, donc ça c'est agréable, et je l'en remercie déjà. C'est que je suis assez éveillé. Et puis on a mal pitché au début. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chauffeur de camion qui prend quelqu'un en stop, qui est traumatisé et qui s'aperçoit que cette femme-là, en fait, il aurait pas dû la prendre en stop du tout. Et du coup, là aussi, très peu d'indications sur là où le film va. Donc moi, je suis éveillé, je suis curieux. Et j'étais, comme vous tous ici, j'étais critique de film longtemps, et je m'apercevais d'un truc un peu étrange quand t'es critique de film, c'est que parfois il y a des films qui sont plus ratés que d'autres, mais ils te plaisent plus parce qu'ils essayent des trucs que d'autres films qui sont assez minimaux dans leurs ambitions arrivent à réussir, mais tu te rappelles quand même des films ratés. C'est pour ça qu'on aime bien les films de festival aussi, parce que parfois il y a des tentatives comme ça, et ce film là il m'a rappelé ça, en fait, ces films de festival où tu te dis mais putain, mais où ça va, et ah oui, ok, et donc tu pardonnes tout, absolument tout, parce que tu te dis au moins lui il y va là, dans ces endroits là. Et même si c'est parfois, pas tout le temps d'ailleurs, hein, parce que moi je trouve le film plutôt réussi, un peu raté, tu te dis putain, il a quand même des couilles de faire tout ça. Et du coup, merci, hein, moi j'ai passé un super moment. C'est exactement ce que j'attends d'un premier film, c'est exactement ce que j'attends d'un premier film de genre. Donc moi je rêverais de voir ce film-là par le même réalisateur en remake à Hollywood. Je veux absolument voir son deuxième film. Je trouve qu'effectivement, Pierrick a raison, hein, il y a des moments où ça va pas, parce que c'est très très dur dans ces films-là. Ça, c'est aussi le problème, c'est que quand tu fais un film aussi sinueux, le champ d'action du personnage principal, pour que sa mécanique soit à la fois imprévisible et inévitable, qu'il fasse les bonnes actions au bon moment, ça c'est très compliqué. Et effectivement, là, il y a de la... comment dire ? C'est pas parfait, en fait, dans son parcours à lui, mais c'est pas parfait parce que c'est très dur, hein. Moi, je pense pas que je serais arrivé... à ça. Il arrive déjà à beaucoup de bonnes choses dans ce film-là. Moi, j'aimerais bien, j'ai envie de voir son deuxième film, et très bien, hein, déjà, franchement. Moi, j'ai passé un super moment. En plus, j'aime bien, puisque le film est court.
Oui. Ouais, ça, il est concis. Il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Il va à l'économie et pareil, je trouve que les personnages te sont présentés de façon assez économe. Et tu parlais de Patty, qui est effectivement un personnage vraiment qui... Mais elle, je trouve qu'elle gagne aussi à l'incarnation, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, par rapport aux deux autres beaufs, en fait, ils sont pas. Moi, ils m'ont pas gêné. Moi, c'est vraiment, j'avais l'impression de. Et c'est assez marrant parce que pour le coup, j'en ai vraiment parlé avec lui de ça. Et il m'a dit bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit ça, mais en fait, le truc, c'est que après, je pense que comment dire. C'est pas grave en fait en soi, c'est pas trop grave parce qu'en fait le truc c'est que c'est une scène en fait, c'est pas voilà, il y a encore une fois, enfin c'est un premier film, je veux dire, mais c'est plus en fait effectivement c'est de voir que lui il réussit un personnage comme Patty avec une actrice en fait qui moi je trouve l'incarne vraiment bien en fait et qui a un vrai truc de voilà après de vécu, voilà, c'est ça. C'est le vrai cachet en fait qui comment dire qui fait que tu t'attaches au personnage et au récit en fait. Ça marche bien. Moi, il y a un truc dans le récit qui m'a pour le coup gêné et c'est vraiment, je pense, une question d'écriture. Hein. C'est ce truc de... Je suis chauffeur routière et puis il y a un de mes collègues qui se fait buter. Et est-ce que le soir même, je vais me retrouver avec... mes autres collègues routiers pour prendre un pot à sa mémoire tout de suite alors qu'il y a une enquête qui est en cours, etc. Ça me paraît extrêmement... Ça, pour le coup, moi j'ai pas trop de soucis avec ça parce qu'en fait le truc c'est que ça ressemble... Je pense même qu'il aurait dû pousser le truc encore plus loin en fait, justement dans cet hommage, etc., dans l'hommage qu'il lui donne en fait. Quitte à t'expliquer que, hélas, dans le métier de routier, il y a une fréquence de... Oui, mais là on sait que les flics sont là, que c'est pas, il n'y a pas eu un accident, c'est pas une mort naturelle, et donc que tout de suite ses collègues se recueillent alors qu'on sait même pas de quoi il est mort, mais que ça m'a paru vraiment très tiré par les cheveux. C'est tout ce moment-là effectivement où c'est un moment de bascule pour moi dans le film, et notamment il te plante un truc aussi avec les caméras de surveillance, et donc tu te dis forcément il va y avoir aussi la police qui va se mettre, ils ont vu les images, ils ont vu ce qui s'est passé avec les flics morts, etc. Donc il met en place ce truc là, mais il en fait rien en fait. C'est pas très grave en soi, mais ça, je trouve que ça, il aurait peut-être pu mettre un petit coup de pression en plus sur ce truc là, avec cette scène qui est quand même fondamentale, qui décrit le personnage de l'antagoniste. Et on rappelle que dans Hitcher, le héros se retrouve dans un commissariat où tous les flics ont été butés. Oui, mais c'est habilement fait, et dans la scène police suivante, il n'est pas pris en chasse par toutes les polices du monde, quoi. Mais c'est là où c'est pas juste, parce que quand on regarde, moi je trouve que ce film, je me reconnais 1000 fois plus dans ce film-là que dans un film comme La Nuée, par exemple, qui est porté au nu par la critique, alors que ce film-là, manifestement, personne l'a vu, quoi. Je le trouve 1000 fois plus intelligent, je le trouve beaucoup moins puant que La Nuée. Je me retrouve 1000 fois plus dans ce film-là que dans Titane, dans tout ce qu'on essaie de faire au cinéma de genre, c'est-à-dire de le raccrocher à différents mouvements qui ont rien à voir avec. Ouais, voilà. Ce film-là, il est sincère, il est honnête. Comme disait Stéphane, le social dans ce film-là, il est ancré dans l'histoire, donc tout va bien. Non, enfin, c'est ça qu'il faut pousser, en fait. C'est ce genre de film qu'il faut pousser. En plus, il y a un vrai... Enfin, moi, encore une fois, c'est pas théorique, il y a un vrai plaisir de spectateur à avoir vu ce film. C'est un gros avantage. Moi, je vois 3 avantages à faire le métier que je fais là, avec vous, en fait, cette occupation. C'est déjà vous écouter parler, découvrir ces films-là, clairement, quoi, parce que sinon, je serais pas allé le voir en salle. Et puis après, voir ce qu'en disent surtout sur YouTube, les gens qui nous écoutent et qui nous ramènent à d'autres films qu'on a oubliés, etc. Là, sur le Eastwood, il y a quelqu'un qui nous avait parlé d'un film de Lautner, là, que j'ai vachement envie de voir, du coup. Ouais, voilà. Et toutes ces choses-là. Donc du coup, moi je suis très content de voir ces films-là et d'être le passeur, parce que j'ai quand même l'impression qu'on parle à un public qui aime à peu près, bon, sauf quelques personnes qui nous insultent, qui aiment à peu près les mêmes films que nous. Donc non, c'est cool, et franchement, moi j'ai très envie de voir son deuxième film, et bravo sur ce film-là. J'ai pas perdu mon temps à le regarder. Et je rajouterais juste un dernier truc, c'est qu'en fait, sur ce que vous parlez, encore une fois, ce que je dis pas forcément que c'est pas valide, votre argumentaire, mais en fait... il a choisi une voie en fait avec ce film qui est la voie du suspense. Alors c'est une mécanique qui doit être implacable, le suspense, en fait c'est un truc qui est très compliqué à faire, et en fait en plus en France on n'a pas vraiment de gros d'experts. Ouais, puis d'exemples en fait, des réels exemples de ça, c'est-à-dire parce que ça passe par la mise en scène encore une fois, et je trouve que c'est là aussi où il y a un petit peu les limites du premier film, c'est-à-dire que vraiment, et puis du budget, parce que
ce film, en fait, il s'inscrit... Moi, je pense qu'il souffre un petit peu de son canon de production. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est un film qui coûte 1 million d'euros, qui est produit par Sony en France, sur lequel, apparemment, il y a un certain cachet qui est mis sur la promotion, dans une espèce de logique de faire un Blumhouse, quoi. C'est-à-dire, en fait, de faire une espèce de truc à la Blumhouse où on va dire, en gros, vous voyez, il y a un tout petit film, en fait, qui coûte que dalle, qui est fait avec un certain soin, et en fait, si tu veux, on s'est destiné au public, et en gros, on voit si ça marche ou pas, quoi. Aux États-Unis, ça marche, en fait, mais il y a une vraie appétence, en fait, pour le cinéma d'horreur, de thriller, etc., pour le public, en tout cas le premier week-end en général, quoi. Et Blumhouse, il a fait tout son beurre là-dessus, quoi. Là, c'est une expérimentation en France. Moi, je pense que c'est dommage d'aller essayer de copier les formules, en fait. En plus, moi, je trouve d'un producteur de merde. Voilà, pour dire on va essayer de faire ça. Tu parles de Jason Blum, là, c'est ça? Ouais, Jason Blum. Je trouve ça dommage, en fait, d'essayer de copier ces logiques-là. Le seul vrai intérêt, c'est que le film se fait et que, en fait, en gros, voilà, quelqu'un comme Arthur Mollard, il peut faire son premier film là-dedans. Mais le truc, c'est que, au-delà de ces problématiques-là, je pense que c'est un film qui aurait mérité d'être un petit peu plus financé. Un petit peu plus soutenu, on va dire, d'un point de vue, en fait, de production, pour dire, voilà, on essaye quand même de faire un film pour le public. Donc, il a un peu plus de temps pour travailler sa mise en scène sur le suspense, parce que ça prend du temps, voilà. Le scénario, c'est pareil, en fait. En fait, comme tous ces films-là, et je veux dire, tu le sais toi-même, voilà, nous, on a eu cette problématique sur La Horde, parce que tout le temps, t'as des gens qui nous chient dessus en disant, de toute façon, vous avez fait La Horde, donc fermez votre gueule, tu vois. Ouais, c'est pas... En fait, on avait des problèmes similaires, hein. C'est-à-dire que là-dessus, en fait, on sait très bien qu'on a dû couper des choses parce qu'on n'avait pas le budget qui allait avec, quoi. Donc là, c'est un peu le même. Ça devient même un mode de fabrication. Voilà, c'est ça. Et là, c'est le même. Là, le problème, il est probablement similaire là-dessus. Donc en fait, le truc, c'est que il y a ces moments-là où voilà, en fait, moi, je trouve que la promesse est plus ou moins tenue. Je sais que en fait, il ne peut partir que de là pour essayer d'aller plus haut. Que j'espère qu'il aura un budget, plus conséquent. Voilà, et j'espère qu'effectivement, il travaillera un peu plus son scénar. En tout cas, qu'il aura plus les moyens de filmer ce qu'il veut filmer vraiment, etc. Mais il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que oui, ces problèmes que vous pointez du doigt, ils existent, ils sont là. Mais la mécanique du suspense, c'est un des trucs les plus durs à faire dans le cinéma, quoi. Voilà. Donc il sait pas, l'ambition, elle est quand même un peu là, quoi. C'est-à-dire que voilà, elle est pas totalement aboutie, mais suffisamment pour se dire bon, il y a un mec qu'on peut suivre et qui peut être intéressant. Ouais, c'est clair. Et bon, il veut pas que je gage, donc je dirais rien, mais il y a une idée géniale, c'est que en fait, moi je comprends les motivations du personnage principal quand on sait ce qu'elle a dans le ventre ou ce qu'elle pense avoir dans le ventre. Et là, tu te dis, oh, il y a une image gothique incroyable dedans. Tu te dis ok, quoi. Et du coup, moi, ça m'efface beaucoup des petites maladresses de scénario qui sont, comme tu dis, en fait, et tu as tout à fait raison de le pointer, on est dans un exercice de suspense, c'est très très dur, parce qu'en fait, on est dans un truc linéaire où il y a très peu d'intrigues parallèles qui te permettent un échafaudage, donc c'est un exercice d'équilibriste, et franchement, pour un premier film, déjà, respect, quoi. Et pour vous faire votre propre avis sur 37, L'ombre et la proie, donc premier long métrage d'Arthur Mollard, vous pouvez aller le voir en salle. Il est sorti le 20 novembre. Le dernier film dont on parle aujourd'hui, il sort sur Apple TV+, c'est Blitz, il sort le 22 novembre. Alors il est sorti dans quelques petites salles en France au tout début du mois, mais c'était vraiment juste pour la promo. Ce film, donc, c'est Blitz, le nouveau film de Steve McQueen, à qui on doit déjà Hunger, Shame ou encore 12 Years a Slave. Et ce film, donc Blitz, eh bien, il se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque-là, l'aviation allemande en 40-41 bombarde le Royaume-Uni, Londres notamment. C'est le fameux Blitz. Et on y suit donc l'épopée de George, un petit garçon de 9 ans. À l'époque, donc, les mamans envoient leurs enfants dans la campagne anglaise pour justement leur éviter les bombardements. Oui, mais le petit Georges ne l'entend pas de cette oreille et il saute du train en marche et est bien déterminé à retrouver le chemin de sa maison. Sa mère, de son côté, apprend que son petit garçon a disparu et va partir à sa recherche. Alors donc, dernier film de Steve McQueen. Pierre, tu ne l'as pas vu, mais vous trois, vous l'avez vu aussi. On va commencer avec toi, Eric. Ok. Il y a un petit enfin, le film est très beau visuellement, il y a plein de qualités. Il y a un problème dans le film, c'est que moi je sais, vu le contexte, vu comment tu m'en parles, vu le public cité, que le môme il va s'en sortir à la fin. Donc je suis tranquille, hein, je regarde, je sais très bien ce qui va se passer. Donc pas de tension. Et du coup, ouais, et en fait tous les dangers qu'il traverse, j'y crois pas.
Donc c'est un vrai problème ça en fait. Et du coup, en plus l'acteur, le môme, je le trouve un peu plat aussi. Après c'est très beau visuellement, il y a des scènes qui m'ont plu. C'est pas nul à chier, hein, faut pas. Moi je trouve que Steve McQueen c'est un peu en dents de scie. Moi j'aime beaucoup Hunger et puis après je trouve que ça descend quand même pas mal. Après j'aime bien comment il s'appelle ? Les Veuves, moi j'aime beaucoup. Les Veuves, ouais, qui est bien, ouais. Mais voilà, ce film-là, il m'a pas convaincu, il m'a pas totalement convaincu dans le découpage non plus. Hein. C'est un truc un peu technique, mais voilà, il m'a pas, j'ai pas halluciné. Et puis je trouve que voilà, c'est un film qui te dit que de manière très frontale que voilà, il y avait de la ségrégation à l'époque, que on l'a pas précisé dans le résumé, mais je trouve que c'est intéressant que ça n'ait pas été précisé que ce petit enfant est black. Il est métis, ouais. Oui, métis, tu as raison. Mais tu l'as pas précisé et c'est intéressant parce que on ne sait pas si c'est le sujet du film ou pas. C'est-à-dire que ou l'un des sujets. C'est un des sujets. Ouais. Mais en réalité, on n'est pas sûr en regardant le film qu'il nous parle de ça. Il l'évoque quand même à plusieurs reprises. Oui, je suis d'accord. Il y a des scènes qui insistent dessus et en même temps des pans entiers qui l'oublient complètement. Donc, mais j'ai coupé la parole à Eric. Mais non, c'est pas grave, mais t'as raison, le film est super manichéen. Enfin, moi, j'allais m'arrêter là. J'étais pas forcément dans le manichéisme. Moi, j'ai passé quand même tout le film à me demander de quoi ça parle. Exactement. Est-ce que ça parle du Blitzkrieg et de ce que ça a signifié pour les Anglais, de la façon avec laquelle ce pays s'est reconstruit une identité dans l'adversité, parce que ça a été ça le Blitz, hein, quand même. Les Londoniens se sont vraiment organisés pour survivre à un truc qui aurait dû être terrible. Si vous allez à l'Imperial War Museum, et je l'ai fait d'ailleurs, il y a carrément une attraction Blitz où on te fait descendre dans les sous-sols et t'es coincé avec plein de gens et tout d'un coup ça se met à trembler, t'as les bombes qui s'approchent de toi et tu ressors et tu te retrouves dans des rues enfumées avec les gens qui te servent du thé chaud pour que après ton expérience voilà, c'est le Euro Disney à l'anglaise. Et bref, donc pour eux c'est vraiment un moment culturellement important. Il y a eu des films qui se sont construits autour de ça dès la guerre, hein. Les Américains avaient fait ce film là, ce drame Miss Miniver qui se passait pendant cette période. Il y a eu Open Glory de John Boorman qui est revenu sur mais c'est bien ça. Comment un gamin se construit dans ce contexte de destruction. La toile de fond de certains films comme La fin d'une liaison. Et La fin d'une liaison où le Blitz jouait un rôle très important. Donc voilà. C'est la découverte de la sexualité dans Open Glory aussi. Il y a des moments assez fun en fait. Et puis le rapport avec l'imaginaire aussi, où t'as ce gamin qui joue avec ses figures du roi Arthur, alors qu'autour de lui t'as la ville qui explose quoi. Et c'est John Boorman qui est en train de te raconter, c'est moi, quoi. Moi, je me suis construit, j'ai fait Excalibur au milieu des bombes, quoi. Tu vois. Bref, et donc, McQueen, j'imagine qu'il sait que tout ça a été fait. J'arrive, j'ai un budget en plus pour faire un film, parce qu'il y a quand même pas mal de pognon, faut le préciser. Les reconstitutions sont importantes. T'as des plans larges sur le Londres détruit, etc. Ok, très bien. Mais vu tout ce qui s'est fait avant, de quoi tu vas me parler, toi ? Alors, ton gamin est métis, il est élevé par une mère seule, donc tu vas me parler effectivement de l'histoire de la ségrégation à cette époque-là. Ouais, mais pas tout à fait. De temps en temps, quand ça me plaît, je vais te faire une scène qui rappelle ça. Donc, à un moment donné, dans son errance, le gamin va se retrouver dans une galerie où il est entouré de figures coloniales hyper caricaturales. Voilà, qui était la façon avec laquelle les Britanniques voyaient l'Empire à cette époque-là. Et c'est une scène où il va se retrouver accompagné par un soldat africain, je crois. Non, pas africain. Il est des Caraïbes, je sais plus. Il est pas ougandais, je me souviens plus. Non, bref. Et tout d'un coup s'identifier à cette figure de père de substitution, puisqu'il a jamais connu son propre père. Donc, ok, donc tu vas me parler non pas du racisme, mais du colonialisme. Tu vois, c'est encore un autre sujet, c'est encore un autre truc. Et puis en fait, après, on zappe complètement ça. Quand il est dans le train avec les gamins, on s'imagine que on va nous faire un truc sur les hobos, quoi, parce que ces gamins se comportent comme des vagabonds aux États-Unis dans les années 20, tu vois, à monter dans les trains, à risquer leur vie. Il y a une scène de mort de gamins qui est assez traumatisante, mais qu'on était habitué à voir dans ce genre de film-là. Non, en fait, c'est pas tout à fait le sujet du film non plus. Moi, vraiment, à chaque fois... Le film commence, en fait, c'est littéralement la première scène du film, c'est un immeuble qui est en feu. Et en fait, t'as des pompiers qui sont en train d'essayer d'éteindre le feu et ils se prennent en fait le tuyau dans la gueule et en fait ça devient très compliqué, etc. Et à ce moment-là, en fait, il y a une bombe
On te montre en fait dans le montage en fait une bombe qui comment dire, qui est lâchée d'un avion et tout. La bombe, elle arrivera jamais à ce moment-là en fait du montage, elle arrivera jamais sur ce truc-là. Et du coup, tu es en train de regarder cette scène et tu te dis, ça prend un certain temps quand même. Cette scène, elle est très spectaculaire, c'est une belle scène en fait. Vraiment, oui, c'est une scène qui est bien faite. Le tuyau bien faite et tout. Qui serpente et tout ça. Voilà. Ouais. Aucun perso que tu reverras dans le film plus tard. Donc le film démarre, c'est la scène d'ouverture. Ok. Effectivement, comme le dit Rafik, plus tard, en fait, on rencontre ce gamin. Donc t'as une scène d'ouverture où on te présente le personnage avec son grand-père en fait qui est blanc, avec sa mère qui est blanche, avec lui effectivement qui est métisse et tout. Et effectivement, là, à ce moment-là, nous les spectateurs, on se dit est-ce que ça va être le sujet du film ou pas, tu vois. C'est pas du tout le sujet du film pendant 20 minutes. Et ce que je veux dire en fait par rapport à ça, c'est je vais pas refaire tout ce que dit Rafik, mais le truc c'est que le film redémarre en permanence. C'est-à-dire, t'as l'impression que c'est une écriture de série télé avec un nouvel épisode, alors qu'en fait, t'es en train de regarder un film, comment dire, qui dure 2 heures, quoi. Et le souci, par exemple, le meilleur exemple pour moi, c'est une scène de 5 minutes dans un cabaret, pendant le Blitz, avec des bourges, en fait, qui sont en train de danser et chanter, etc., etc. Et la scène est très belle, encore une fois, elle est très bien faite et tout, hein. Il y a un gros plan, c'est bien filmé, c'est... Plan voilà. séquence, il fait un plan séquence sur le serveur qui traverse toute la pièce, qui va dans la cuisine, tout ça. C'est une très belle scène et tout, en soi. Mais là, j'étais en train de me dire, attends, c'est un flashback, c'est quoi? Oui, c'est ça. Vraiment, il y a un truc de... En fait, le montage séquentiel est complètement à la rue. Et je pense... J'ai du mal à croire que le scénar est écrit comme ça. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est une problématique, en fait, où au moment où il a redécidé un peu son film au montage. Parce que, c'est super étrange, en fait, de jouer les scènes de cette manière-là. Et, en gros, donc la bombe saute... Enfin, à la fin de la séquence, en fait, il y a la bombe, ce qui est probablement une des bombes en fait qui était celle du début en fait, parce que elle reste en suspension un peu cette bombe en fait dans le récit, quoi, parce que je dis ça parce qu'ils réutilisent les mêmes plans en fait, je sais pas si c'est volontairement voilà, mais c'est l'impression que ça donne. Cette bombe tombe sur le sur le lit, sur le cabaret, et là effectivement le récit reprend son cours. Et le gamin qui s'est fait en fait endoctriner par un gang de voleurs en fait sont en train de voler. Alors ils ont besoin de lui pour braquer des immeubles en fait qui ont été, enfin des bijouteries qui ont été explosées par les bombes et tout ça, etc., pour qu'il puisse aller voler les bijoux, parce qu'il est tout petit donc il peut passer à travers les trucs. Mais après eux ils font ça devant les flics, et c'est encore un autre truc qui t'explique pas vraiment dans le film en fait comment ça fonctionne, parce que les flics les voient, les laissent faire. En même temps, t'as une scène un peu à la... Comment t'appelles ça ? Ils vont détrousser, en fait, les personnes qui sont mortes. Voilà, et là, ça devient une espèce de film sur comment dire, la lutte des classes. La thématique, c'est la lutte des classes dans ce moment-là. Sous fond d'Oliver Twist, un peu. Voilà, c'est pas sous fond, c'est carrément le truc bouffe à tous les râteliers, mais surtout sans aucune fluidité. Mais ce que c'est-à-dire tu dis, que vraiment, en fait, ce que tu dis par rapport au flashback, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu vois cette scène de cabaret, effectivement, ton premier réflexe de spectateur qui est en train d'essayer de donner du sens à tout ça, c'est de se dire, ok. Parce que dans le cabaret, en l'occurrence, le groupe qui joue sur scène, ce sont des blacks. Donc tu dis, ah, c'est un flashback, on va comprendre comment la mère a été amenée à rencontrer le futur père de ce gamin, etc. Donc t'es actif en tant que spectateur. Et en fait, non, ça n'avait rien à voir, c'était autre chose ce cabaret. Ouais. Et là, tu fais, mais et le truc, c'est que si tu veux parler, voilà, si tu veux parler du peuple, enfin des Londoniens, si tu veux parler de tous ces trucs-là, il n'y a pas de problème, encore une fois. Mais par contre, et c'est là, en fait, moi je connais pas trop le cinéma Steve McQueen, le seul film que j'ai vu c'est Les Veuves. Et ce que j'avais apprécié beaucoup dans Les Veuves, même s'il y avait quelques maladresses, en fait c'était sa capacité à présenter des personnages en très très peu de temps, et en fait à les incarner très vite en fait à l'écriture et à la mise en scène en fait, pour que en fait tu ressentes émotionnellement leur parcours, aussi court soit-il. Et le truc c'est que là-dedans c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il prend des enjambées énormes en fait pour raconter, par exemple, le passé de la mère et la façon dont elle a perdu l'homme qu'elle aime, qui est le père en fait du gamin. Et en fait, c'est une scène, tu te dis, mais on n'en a pas besoin. Ok, ce que tu dis dans cette scène, pourquoi pas, mais on n'en a pas besoin dans le récit. On n'a pas besoin émotionnellement, on n'en a pas besoin dans le déroulement du récit. Et effectivement, c'est une scène où il parle effectivement de racisme. Et le truc, en fait, c'est que... Mais en fait, on n'a besoin d'aucune des scènes où tu vois la mer. C'est ça le truc, c'est ce que j'allais en venir à ce point, en fait, où je me dis, la première problématique, en fait, c'est que c'est un film qui ne choisit pas son point de vue. Il fait des allers-retours entre la trajectoire du fils et la mère qu'il cherche. Et il se dit, à un moment donné, il faut que je lui donne un rôle à jouer à la nana.
Donc le truc c'est qu'il faut qu'elle fasse. Alors, à un moment donné, elle se réveille, elle fait putain merde, on a perdu mon gosse, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et en fait, elle se met à aller chercher son gosse. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment elle a cherché, mais parce qu'en fait, quand tu la vois en fait partir comme ça, tu te dis mais elle demande à qui ou on a quand même comment. passé au moins un quart d'heure sur elle, alors qu'elle n'est pas encore au courant de la disparition de son môme, et où elle est occupée à chanter pour la BBC. Il y a tout un concert, il y a toute une chanson. Mais il y a tout un fil rouge. Enfin, il y a une espèce de fil rouge autour de la musique, parce qu'on voit le grand-père qui joue du piano, elle chante, ce truc de musical ensuite, et finalement, il en advient rien à aucun moment. Je pense, en fait, c'est soit il manque des scènes, soit il manque littéralement 1 heure de film. C'est possible, hein. Je veux dire, on n'a pas exactement les tenants et aboutissants de la production du film, quoi. Soit il manque 1 heure de film, ce qui serait étonnant quand même pour un film qui sort directement sur une plateforme, hein. Moi, d'un réalisateur quand même reconnu. Ce truc que j'ai compris de l'origine du projet, c'est qu'il avait vu dans des recherches justement à l'Imperial War Museum une photo, un cliché de où tu avais plusieurs gamins justement qui étaient envoyés dans ces fameux trains pour la campagne, et dans le groupe il y avait un petit black avec sa valise, et donc lui il s'est dit merde, c'est quoi l'histoire de ce gamin? Qu'est-ce qui lui est arrivé avant, qu'est-ce qui lui est arrivé après? Très bien, et c'est tout à fait comme ça qu'on commence à bosser sur un film, en se disant je veux savoir ce qui t'est arrivé. Mais après, une fois que tu as commencé ton écriture, à travers le parcours, l'aventure de ce gamin, tu fais ressortir quelque chose, quoi. Est-ce que c'est lui, sa transformation personnelle, intime, en autre chose que tu es en train de me raconter? Pas vraiment non plus. En plein milieu du film, tu as une scène qui est tellement caricaturale que j'avais l'impression qu'elle était parodique, alors qu'elle l'est pas, où il fait là le soldat qui l'a sauvé, qui s'est occupé de lui, se met à faire un grand discours à l'Assemblée sur le vivre ensemble. Et c'est vraiment... Pas l'Assemblée, tu fais la blague, mais en fait... Ils sont dans un sous-sol, justement dans un protégé, quoi. Et il y a un problème entre un groupe de Sikhs, une famille Sikh et une famille blanche, quoi. Et le type arrive et il règle le problème cash, quoi, du genre, on est tous dans le même bateau. C'est ce que Hitler voudrait. Il voudrait qu'on se tire sur la gueule et tout, et là tu te dis, mais bon, alors et là l'écriture du texte, c'est hyper caricatural, et t'as l'impression d'un final de South Park, quoi, avec Stan qui est en train de faire ça. Et je me suis dit, il va en faire quelque chose. Enfin, il y a une ironie là-dedans qui va se retourner. Non. Ouais. Non. T'as le gamin qui se couche avec un grand sourire en disant, en gros, et non, et à ce moment-là, il dit au mec, je suis noir. Oui, parce qu'il y a, en fait, il y a ce questionnement aussi, effectivement, quand le mec lui dit, tu es noir, et l'autre il dit, non, je suis pas noir. Ce qui est pas, comment dire, je veux dire, vu qu'il est élevé par une mère blanche, par un grand-père blanc, et qu'en fait, je veux dire, à part le regard des autres, dans sa vie, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, c'est pas étonnant, en fait, et ça pourrait être un sujet. Ça pourrait être un truc de demander comment, en fait, il va finir par assumer, en fait, ses racines, quoi. Mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire, en fait, c'est réglé en 2 secondes. C'est-à-dire, en fait, le temps de cette conversation dont parle Rafi quand il dit « je suis noir », c'est qu'en fait, il s'est écoulé 2 heures. Donc, ça règle la question finalement. Ça règle la question effectivement de manière complètement. Je tiens à dire d'ailleurs pour le coup qu'il y a vraiment une grosse partie du film qui est entre guillemets à mes yeux irréaliste. Moi, j'ai connu une France qui n'est pas tout à fait la France d'aujourd'hui, où il y avait beaucoup moins d'immigrants qu'il y en a. Il y a un regard, il y a une façon d'être regardé dans la rue qui est particulière quand t'as pas exactement la couleur qu'il faut, et qui est pas du racisme, qui est juste de la curiosité de tiens. T'es pas comme les autres, tu vois. Enfin, quelqu'un va te croiser dans la rue, il va juste tourner la tête. Ouais. C'est pas méchant, il y a rien de mal intentionné. C'est juste tout d'un coup, tu l'as surpris dans l'habitude qu'il a de voir que des visages de la même couleur, on va dire. Bon. Et il n'y a pas ça du tout dans le film. C'est-à-dire le môme, soit il a affaire à des vilains racistes horribles, du genre le boulanger qui le voit en train de loucher sur sa vitrine et qui fait « casse-toi, toi !» alors que le môme a juste rien fait du tout. Derrière une glace en plus. Voilà. Donc ça, c'est les méchants racistes. Ou alors les autres qui ne le voient pas du tout. C'est-à-dire que quand sa mère l'amène dans le fameux train où tous les gamins doivent partir, les personnes qui s'occupent de checker les mômes, il n'y en a pas un seul qui réagit. Mais juste par une gestuelle, genre, tiens, un petit noir, tu vois, je suis pas habitué à en avoir dans mon train, quoi, tu vois. Bon, là-dessus, j'ai pas du tout compris. Il y en a 2 qui commencent à le bully quand même. Oui, mais 2 gamins. Mais c'est soit un acte raciste, soit
un aveuglement total. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans les années 40, un môme black en plein Londres, c'est pas comme une vision commune, si tu veux. Donc ça, c'est pareil, je comprends pas. Et alors la partie Oliver Twist, qu'on m'explique, quoi. Pourquoi tout d'un coup il prend un quart d'heure pour refaire Oliver Twist? Donc on résume, voilà, il est approché par une nana justement black qui le prend sous son aile, donc il semble être en train de le protéger et qui en fait va l'amener à une sorte de fagine de pacotille qui va se servir de lui comme d'un petit voleur, et on a un bon quart d'heure de film qui tourne autour de ça. Comme le dit Steph, est-ce qu'on est parti dans un truc sur la sur la guerre des classes, quoi. La lutte des classes, non, pas vraiment, c'était juste une petite partie du film. Non. C'est d'autant plus dommage que parfois il y a quand même des bonnes idées. J'aime bien cette idée, en fait, moi je n'étais pas au courant que, en fait, et qui est logique, que les gens voulaient se réfugier dans les stations de métro parce que les abris étaient pleins. Et il y a une super idée où à un moment il s'endort dans une station de métro. Sur les rails. Voilà, et il y a une scène de rêve, en fait, où il voit tous les gens qui sont morts un peu pendant le film dans la station d'à côté et qui chantent. Et c'est très joli. Et juste avant, il y a une très bonne scène et tu te dis, tiens, là est peut-être la clé du film, mais en fait non, encore une fois. C'est qu'il regarde un théâtre de marionnettes où on singe Hitler, et lui il regarde en fait les pieds du marionnettiste. Il voit l'envers du décor. Voilà, comme s'il voyait l'envers du décor, et tu te dis ah ouais, super. Il va comprendre quelque chose. Ouais. Quoi. Et qu'en fait, le vrai problème de tout ça, c'est qu'en fait, ça nous rappelle, quel que soit le nombre d'Oscars qu'il a eu, quel que soit le piédestal sur lequel on l'a mis, qu'en fait, un film est tributaire de son scénario, et qu'en fait, quand il va dans toutes les directions, il va nulle part, malheureusement. C'est dur à dire parce que le film a beaucoup de qualité, et moi je l'aime bien. Je trouve que sur la fin, en fait, quand il revient chez lui et qu'il voit que son grand-père est mort, qu'il y a une espèce de sacrifice, on est dans un truc où en fait il revient dans le monde ordinaire et tout a changé. Il y a des trucs qui sont chouettes, qui sont un peu émouvants. Il est pas loin d'un bon film, mais il est tributaire d'un scénario qu'il est allé à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est un film qui est soigné, qui a une facture faite, une reconstitution, une facture technique propre et tout, mais qui est pas du tout émouvant, quoi. Enfin, voilà, mais qui en fait, où effectivement tu restes complètement en dehors du film parce que tu te dis, mais à un moment donné, en fait, effectivement, tu veux me parler de quoi? Choisis un point de vue. Choisis-le, tiens-toi à ce point de vue-là, et en fait, distille tout ce que tu veux raconter en fait à travers ce point de vue-là, en fait, et pas de problème en fait s'il y a entre guillemets du trop plein. Juste en fait, fais les choses de façon harmonieuse, quoi. Et là, en fait, t'as l'impression qu'il y a personne. Ou alors, encore une fois, il manque 1 heure de film parce que là, je peux pas comprendre. À aucun moment vous avez pensé à Empire du Soleil pendant le film? Non, mais c'est en fait si, moi oui. Ouais. Et effectivement, dans l'Empire du Soleil, ce qui est bien. Moi j'ai lu le bouquin, j'adore Ballard, j'adore Crash aussi, enfin Ballard je peux en parler longtemps, et dans l'Empire du Soleil ce qui est vachement bien c'est que tu sais que le môme il va pas s'en sortir complètement intact, et d'ailleurs dans le film de Spielberg à la fin tu vois qu'il va pas super bien quoi, quand même flingué, tu vois, et donc en fait la vraie question qu'il y a mais t'as raison, c'est super sauf que dans Empire du Soleil tout le long du film il y a une thématique, c'est ça. Je veux dire, tout le long du film t'as ce môme qui est en train de rêver à des choses et la réalité se rappelle à lui, voilà, il a avec son petit avion, sa petite maquette, et t'as un vrai avion qui arrive par-dessus. Bon, il y a une thématique. Là, il y en a aucune qui est... Enfin, si, il y en a plein qui sont proposées, mais elles sont pas travaillées. Et qu'en plus, la mise en scène te fait... Il y a un point aussi sur lequel je voudrais quand même me défouler. Là, juste parce que je trouve Eric soulève quelque chose d'intéressant. Tu dis que dans Empire du Soleil, à la fin, il est abîmé. Là, typiquement, ce petit garçon, il a quoi? Il a 9 ans. Il a vécu quand même des choses pas drôles en l'espace de 24 heures. Et tranquille. Il a vu son copain se faire écrabouiller par un train. Enfin, il lui arrivait beaucoup de trucs. Il a failli crever dans une inondation. Voilà, et il a pas l'air d'être traumatisé plus que ça. Ouais. Et je trouve que ça contribue au fait que l'émotion, elle est pas là. Et puis en plus dans Empire du Soleil, il te fait croire que c'est la fin du monde. Enfin, il y arrive. C'est là où le génie Spielberg, c'est que tu oublies complètement que c'est un film historique et t'as vraiment pas. Tu vois carrément Hiroshima et tout ça. Oui, j'ai eu un énorme problème avec la musique. Mais alors vraiment, pendant tout le film, elle m'a pollué. Je me suis demandé, mais comment on peut être assez con pour faire un truc aussi redondant, quoi? Parce qu'en gros, t'as un train et on fait le bruit du train. T'as des ouvrières en train de bosser sur les bombes et on fait le bruit du métal sur... Enfin, et t'es là, tu fais, mais qui est le crétin qui a fait ce truc, quoi? Bon, je ne savais pas, parce que c'est dans le générique de fin, que c'était Hans Zimmer qui était à la barre. Et franchement, à chaque fois avec lui, je débarque, quoi. Je me dis, mais comment c'est possible, quoi? Rien à ajouter? Petit gâchis, dommage. Mais c'est effectivement, pour résumer le truc, c'est que tu sais pas s'il essaye de faire Titanic, tu sais pas s'il essaye de faire l'Empire du Soleil, tu sais pas s'il essaye de faire Oliver Twist, tu sais pas mais je pense que lui-même ne sait pas vraiment, et ça fait partie de ce truc où tu te dis il y a beaucoup de talent,
malgré tout, hein, caché en fait par comment dire. De lui, hein, de costumier, décor. Oui, non, c'est ça. La lumière, vraiment, il y a une reconstitution encore une fois qui est assez Hans Zimmer mis à part. Et il y a une reconstitution qui est assez comment dire fastueuse et tout, et il se fout pas de ta gueule, quoi. Je veux dire, il y a des beaux il y a des belles images, il y a des beaux mouvements d'appareil et tout, de caméra, tout ça. Mais juste et du coup, moi, je sais que moi, par exemple, ça me réveille un peu. Je me dis, oh putain. Encore une fois, la scène de cabaret est très bien faite, quoi. Donc ça y est, on me raconte un truc. Ah non, en fait, donc un producteur de film pourrait écrire, même à un moment, il sauve quand même toute une population d'une inondation et il coupe la scène en plein milieu. C'est quand même bizarre, tu vois. Il y a une scène où il aurait pu y avoir du suspense. Parce que c'était pas le sujet. Ouais. Bon, si vous voulez vous faire votre propre avis et peut-être essayer de trouver ce que raconte Blitz, sachez qu'il est disponible depuis le 22 novembre sur Apple TV+. It's a wrap, c'est la fin, ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Eric, Rafik, Pierrick, Stéphane. Merci Clémence. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Alain, merci à Latex et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs qui nous suivez, nous écoutez sur YouTube et en podcast. Si cette émission vous a plu, eh bien, soyez sûr de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Hein, vous pouvez vous abonner sur YouTube, vous pouvez vous abonner dans votre appli de podcast préféré. Et puis pour qu'on continue à vous proposer des contenus intéressants, qu'on reste indépendant, on a besoin de vous. Donc n'hésitez plus, prenez un abonnement et faites un don récurrent sur une de nos plateformes partenaires, sur tipeee.com ou patreon.com, mot-clé Capture Mag. On compte sur vous. Si vous voulez nous aider mais que vous n'avez pas assez de sous, pas de panique, vous pouvez le faire aussi en relayant tous nos contenus, vous pouvez parler de nous à vos amis, vous pouvez reposter tous nos messages sur les réseaux sociaux, et on vous voit, vous le faites en ce moment particulièrement. Continuez comme ça, c'est comme ça que Capture arrivera à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez aussi nous mettre des mots doux sur les applis de podcast pour nous faire remonter dans l'algo, voire même nous envoyer un petit message sur le site de Capture puisque j'ai réparé le formulaire. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Sale Temps. D'ici là, portez-vous bien.